Voilà, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont venus au Théâtre 140 et bonsoir à ceux qui suivent la conférence via Internet, soit sur le site de la Libre, soit sur le site Yabaka. Alors Serge Tisseron est psychiatre, il est psychanalyste et il a travaillé un certain nombre de sujets déjà depuis pas mal d'années. Les BD, avec entre autres plusieurs textes, livres d'analyse, entre autres de Tintin, ce qui a amené à la question des secrets de famille, un livre sur la honte aussi qui est particulièrement bien charpenté, et puis psychanalyse de l'image. Alors psychanalyse de l'image, c'est un texte théorique, également très solide, et c'est ça l'intérêt de quelqu'un comme Serge Tisseron, c'est qu'il peut passer de textes théoriques parfois ardus à des textes ou des conférences qui sont beaucoup plus accessibles, mais qui sont fondées sur de la théorie et pas simplement sur l'air du temps. Alors les derniers, pour reprendre seulement les derniers livres, au début de l'année, c'était Virtuel mon amour. Et puis le mois prochain, la semaine prochaine, je ne sais pas, Qui a peur des jeux vidéo? Alors aujourd'hui, on va donc écouter Serge Tisseron autour des questions de la télévision pour les bébés, puisque maintenant certaines chaînes estiment que ce serait une bonne idée que les bébés soient éduqués par la télévision. Donc de la télévision pour les bébés aux jeux vidéo pour les ados. Nous l'écoutons. Merci Vincent de cette présentation, puis merci à vous tous d'être là, parce que c'est vrai que comme la conférence est retransmise, peut-être certains d'entre vous ont imaginé qu'ils pourraient rester bien au chaud chez eux à regarder les choses sur un écran. Ben écoutez, merci d'être là, parce que ça montre que vous préférez la communication live à la communication par écran interposé, et c'est vraiment de bon augure par rapport à ce que je vais vous dire. Alors, vous allez voir que pendant toute cette conférence, je vais rester assis ici. C'est parce que, comme c'est filmé, je ne vais pas pouvoir aller et venir comme j'aime parfois le faire. J'espère que ça ne va pas trop plomber mes idées pour autant. Mais enfin, comme il y aura une partie de discussion, si c'était le cas, vous pourrez toujours me relancer sur les sujets que j'aurais abordés un peu trop vite ou même éventuellement que j'aurais oublié d'aborder. N'hésitez pas. Alors peut-être il y en a parmi vous, puis parmi ceux qui regardent leur écran, qui pensent que, ma foi, ça vaut peut-être pas la peine de faire autant de bruit autour de la télé pour les bébés. Après tout, il n'y a qu'une chaîne ici en Belgique, Baby TV, qui propose ce genre de programme. En France, il y en a une aussi qui est accessible, c'est Baby First. Et puis finalement, ces chaînes, on peut s'abonner ou ne pas s'abonner, hein, chacun est libre. Et puis, il n'y a pas... l'offre est limitée, il n'y a pas tellement de concurrence, donc peut-être certains d'entre vous se disent, finalement, l'enjeu est assez mince. Alors en fait, je vais essayer de vous montrer que l'enjeu est considérable, parce qu'en fait, derrière l'idée même de la télévision pour les bébés, ce qui est en jeu, c'est la place des écrans et la place du corps dans notre société et dans les relations que nous avons avec nos proches, et puis surtout les relations que nos enfants auront avec leurs camarades, avec les autres adultes quand ils seront grands, mais même avec nous, hein, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, et en particulier à l'adolescence. Alors pour vous montrer ça, je vais commencer par une anecdote amusante. Ça m'a été raconté par quelqu'un qui ne riait pas du tout en réalité. C'était le patron de Baby First au moment où il a été auditionné par le CSA. Et à ce moment-là, il a évoqué quelque chose qu'il avait d'ailleurs évoqué dans d'autres circonstances, hein, et qui concernait le moment où il avait vraiment pris conscience, nous disait-il, de l'importance de la télévision pour les bébés. Il a eu un bébé, et donc là,
là, il s'est posé la question de savoir comment pouvoir interagir avec lui. Et puis, il nous a dit que c'était difficile pour un père et que tout d'un coup, il s'était aperçu que lorsqu'il montrait à son bébé une balle en train de rebondir sur l'écran, il pouvait dire à son bébé, regarde, c'est une balle, elle rebondit. Et à ce moment-là, eh bien, il pouvait établir enfin une interrelation, une communication avec son bébé. Alors, évidemment, cette anecdote est assez cocasse parce que chacun a bien compris qu'il suffit de jeter une balle au milieu du salon, de la lancer à son bébé ou de lui montrer comment elle roule ou de gonfler un ballon et de le jeter dans la pièce et de lui en parler. Mais vous voyez que dans l'idée donc du promoteur de Baby First, l'important est d'établir une communication médiatisée par un écran comme si en dehors de l'écran, il n'y avait plus de communication possible. Alors, autre situation que j'ai découverte récemment, certains d'entre vous l'ont peut-être vue, elle a fait l'objet d'articles dans le New York Times, c'est ces programmes, on pourrait dire presque de rééducation, mis en place par la société Adobe aux États-Unis, qui fabrique notamment Adobe Photoshop et puis beaucoup d'autres variantes. Et cette société a découvert que ses employés, donc très qualifiés, notamment en informatique, ne pouvaient plus imaginer changer le monde et l'environnement que d'un clic. Et donc, les patrons de Adobe ont décidé d'organiser avec leurs employés des ateliers placés sous un slogan, moi, qui m'a beaucoup plu, transformer le monde avec vos mains et pas avec un clic. Et donc, dans ces ateliers, ces informaticiens de très haut niveau sont invités à fabriquer des petits objets qui sont évidemment, qui gardent évidemment des performances technologiques, donc ils peuvent utiliser des pièces d'informatique, des tout petits écrans, mais ils vont aussi utiliser des bouts de ficelle, des ressorts, des perles, du fil de fer, de façon à construire des petits objets avec leurs mains. Donc je crois que c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez, au-delà de la question de la télé pour les bébés, la question c'est vraiment celle de savoir quelle place les écrans vont prendre dans nos vies. Et on rejoint évidemment là la question des adolescents, puisque vous savez que dans toutes les familles où il y a un adolescent, les parents se posent la question, mais pourquoi donc est-ce qu'ils préfèrent parler à son écran que nous parler à nous? Donc on voit bien là qu'entre la télé pour les bébés, les écrans dans l'enfance, à l'adolescence, ou les écrans à la vie adulte, il y a une continuité. Et si vous voulez peut-être placer la conférence de ce soir sous un intitulé un peu choc, et je trouve que celui d'Adobe n'est pas si mal. Apprenez à transformer le monde avec vos mains et pas seulement d'un clic. Donc on va commencer par parler de la télé pour les bébés et puis évidemment on va aborder progressivement l'importance de la télé, des images en général dans notre société. Alors quelques mots d'abord sur l'enchaînement d'événements qui m'a amené ici ce soir. Vous avez bien sûr, j'imagine la plupart d'entre vous ont suivi l'histoire de la pétition que j'ai installée sur le site squiggle.be grâce à Vincent Magos dès le 18 octobre. La chaîne Baby First a commencé à émettre le 15 octobre, ou le 16 octobre plutôt, et donc le 18 octobre, 2 jours plus tard, j'ai émis une pétition en ligne demandant l'interdiction des chaînes de télévision pour les bébés. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de remarquer que Baby TV avait été lancé 2 ans avant et qu'à l'époque, personne n'avait lancé de pétition pour demander l'interdiction, bien que la plupart des professionnels étaient acquis à l'idée que cette chaîne n'était pas une bonne chose. Mais à l'époque de Baby TV, l'époque du lancement de Baby TV, l'Internet n'avait pas pris encore le développement qu'il a eu aujourd'hui. Et si on a pu, le 18 octobre 2007, lancer cette pétition, eh bien, c'est notamment grâce au développement d'Internet. Donc, vous voyez que les écrans ont du bon si on sait bien les utiliser. Donc le 18 octobre, lancement de cette pétition, très vite beaucoup de signatures et à ce moment-là, ce qui m'a paru important, c'est d'avoir les signatures non seulement des personnes mais aussi des professionnels, des associations de professionnels, parce qu'il est bien évident que les gens qui fabriquent la télé pour les bébés ont dans leur escarcelle, on pourrait dire, un certain nombre de professeurs de pédiatrie ou de pédopsychiatrie qui sont acquis à leur cause. Donc c'était très important de ne pas jouer la carte de certains experts hostiles à cette télé contre d'autres experts qui lui seraient favorables. C'était très important de montrer que, quel que soit
les moyens utilisés, on ne va pas rentrer dans le détail de cela, mais quels que soient les moyens utilisés par les patrons de chaînes de télé pour les bébés pour obtenir le soutien de professionnels, quels que soient ces moyens et quelle que soit leur efficacité, eh bien, les associations de professionnels étaient unanimement contre. Donc, on a organisé la pétition pour que les associations de professionnels la signent aussi, et pas seulement les particuliers. Et puis, on a très vite obtenu le soutien aussi d'associations familiales, notamment du CIEM, le collectif interassociatif Enfants Médias, qui a pesé de tout son poids dans la bataille. Donc, vous connaissez probablement l'heureux dénouement qui est en train de se jouer en France, puisque le ministère de la Santé, après avoir réuni ses experts et auditionné donc toutes les parties concernées, a décidé que la télé pour les bébés, c'était pas bien du tout. Et donc le CSA, fort de ce soutien du ministère de la Santé en France, a pu encadrer la diffusion de la télé pour les bébés. Donc le CSA en France n'a pas le pouvoir d'interdire cette télévision, puisque Baby First et Baby TV émettent du territoire anglais, mais le CSA a demandé que tous les programmes de télévision dits pour les bébés soient accompagnés d'un avertissement aux parents dénonçant les dangers possibles de cette télévision. Et puis le CSA a également demandé que tous les documents papier, genre abonnement, publicité dans les journaux, programmes, que tous ces documents papier portent également un avertissement sur les dangers de la télé pour les bébés. Cette mesure doit rentrer en vigueur le 1er novembre et déjà, évidemment, nous réfléchissons à la possibilité de porter le débat auprès de Bruxelles, de la communauté européenne, puisque dans tous les pays concernés, dans tous les pays européens concernés en tout cas, il y a un accord des professionnels contre ces chaînes de télévision et donc si Bruxelles réunit des experts internationaux, il est probable que leurs conclusions seront les mêmes que celles des experts réunis en France par le ministère de la Santé. Donc vous voyez un combat qui a apporté des résultats assez rapides, je dirais assez inespérés, un combat qui a quand même pour beaucoup connu le succès grâce à l'alliance entre associations de professionnels d'un côté et associations d'usagers et de familles d'un autre côté, cette convergence mérite d'être soulignée. Et puis, enfin, évidemment, un combat qui n'est pas terminé, puisque le projet, c'est évidemment de faire interdire ces chaînes à un niveau européen, puisque tous les experts consultés sont unanimes pour reconnaître qu'elles sont toxiques pour les bébés. Donc voilà un peu rapidement brossé l'historique et maintenant je rentre un peu dans le vif du sujet. Pourquoi ces chaînes de télévision sont-elles nocives pour les bébés et quel rapport avec les jeux vidéo à l'adolescence? Alors pourquoi ces chaînes de télévision sont-elles nocives pour les bébés? Eh bien pour le comprendre, il faut avoir à l'esprit que les bébés ne sont pas des enfants en réduction. Les bébés ne sont pas des enfants en réduction qui pourraient regarder la télé des enfants un peu moins, ou des programmes pour enfants qui auraient un rythme un peu plus lent, ou qui seraient un peu plus simples, ou qui auraient une musique un peu plus gaie, ou enfin un peu plus gaie, un peu plus tranquille, un peu plus calmante. Les bébés ne sont pas des enfants en réduction. Je dirais même qu'il y a autant de différence entre un enfant et un adulte qu'entre un enfant de 4, 5 ans, 6 ans et un bébé de moins de 3 ans. Alors pourquoi? Parce que vous savez que le bébé humain est un prématuré physiologique et un grand nombre de ces neurones deviennent actifs après la naissance et pratiquement la majorité de ces connexions cérébrales vont se constituer après la naissance et c'est après la naissance que le bébé va mettre en place la relation au monde qui va lui permettre de constituer la représentation de lui-même, de son corps dans l'espace, qui va lui permettre de constituer la coordination de ses différents sens, savoir que ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il met dans sa bouche, c'est bien la même chose. Et puis c'est dans les premières années, toutes premières années de sa vie, qu'il va construire sa relation à l'espace environnant. Or tout ça, tous les spécialistes de la petite enfance le savent, le bébé a besoin de pouvoir interagir constamment avec le monde en mettant en jeu la vue, l'audition, le tact, l'olfaction et la gustation. Or, vous voyez bien que c'est ce que la télé pour les bébés l'empêche de faire, puisqu'un bébé placé devant la télé
quels que soient les programmes, eh bien, il va être amené à n'avoir de relation avec le monde que comme spectateur. Il ne lui est pas possible d'interagir. On ne va pas lui mettre la zapette dans la main à l'âge d'1 an. Il ne saurait pas s'en servir. Donc, il est condamné à être spectateur du monde. Et en plus, vous voyez qu'il ne peut recevoir d'informations sur le monde de l'écran devant lequel il se trouve que par le biais de la vue et de l'audition, en ayant d'ailleurs pratiquement toujours de grandes difficultés à faire le lien entre les images qu'il voit et les sons et les bruits et les paroles qu'il peut entendre. Donc non seulement des informations dissociées du point de vue de la vue et du point de vue de l'audition, mais en plus, vous voyez l'impossibilité de pouvoir interagir en associant la gustation, l'olfaction et le tact, choses qui sont tellement importantes chez le bébé. Preuve en est que si vous achetez un jouet à un bébé, vous savez bien qu'il ne va pas se contenter de le regarder, il ne va pas se contenter de le tripoter, il va éventuellement le jeter, écouter le bruit qu'il fait, le porter à la bouche, le flairer. Donc, toute chose qui montre à l'évidence que le bébé n'est pas fait pour la télévision et que la télévision n'est pas faite pour le bébé. Donc c'est évidemment la première série d'arguments, la série d'arguments la plus importante qui m'a amené à dénoncer cette télévision et qui a amené tous les collègues, toutes les associations de collègues à faire de même. Alors, dans ce que je viens de vous dire, vous voyez en plus que le bébé non seulement ne peut pas interagir avec ses 5 sens, mais qu'en plus il est un peu condamné, même bien condamné à être spectateur du monde. Et là, on verra tout à l'heure les conséquences que cela peut avoir dans le passage de l'enfant de la télévision aux jeux vidéo. C'est sûr qu'un enfant condamné à être spectateur du monde face à un écran de télévision va avoir très vite le désir de devenir un acteur du monde, mais par écran interposé. Condamné à la passivité face à un écran, il va concevoir d'être actif face à un autre écran, et ça va être bien sûr l'écran de la console de jeu ou l'écran d'ordinateur. Je pense d'ailleurs que tout cela va se mettre en forme progressivement, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, il me semble qu'à l'adolescence, un grand nombre d'ados qui jouent notamment à des jeux vidéo de guerre, reproduisant les conditions actuelles de la guerre des troupes françaises ou américaines en Irak ou en Afghanistan, je pense que ces jeunes-là essayent de réadopter une position active par rapport à des images de télévision qui les mettent dans une position de passivité et d'impuissance absolue. Mais vous voyez en même temps que l'enfant passivisé devant un écran va concevoir d'abord de redevenir actif face à un autre écran, et c'est comme ça qu'il passe de l'écran de télévision à l'écran d'ordinateur. On en reparlera tout à l'heure. Alors il y a un autre problème qui est évidemment en jeu autour de la télé pour les bébés, c'est notre rapport de chacun à la publicité. Vous savez, comme nous sommes chacun sensibles à la publicité, et il ne faut pas oublier que les écrans de télévision pour les bébés sont, même s'ils s'en défendent, des écrans publicitaires. Alors, les fabricants de télé pour les bébés disent « nous n'avons pas mis d'écran publicitaire ». Mais pourquoi en mettre, puisque l'essentiel de leur programme est de nature publicitaire? Je m'explique. Qu'y a-t-il sur ces images des télévisions pour les bébés? Il y a des petits animaux, et ces petits animaux, où vont-ils se retrouver quelques années plus tard ou quelques mois plus tard? Eh bien, ils vont évidemment se retrouver sur des produits, notamment de consommation alimentaire, sur des paquets de biscuits, sur des paquets de pâtes, sur des paquets de riz. Et il est bien évident que le tout petit de 1 an et demi, 2 ans, qui aura vu quotidiennement son petit écureuil bleu tous les soirs sur son écran, va éprouver une très forte tentation de récupérer cet écureuil lorsqu'il le voit sur un paquet de biscuits, et donc de faire acheter ce paquet de biscuits par ses parents. Alors, vous allez me dire, les parents peuvent toujours résister. Oui, c'est vrai, mais c'est plus facile d'expliquer à un enfant de 5 ou 6 ans ce que c'est que la publicité que l'expliquer à un enfant de 2 ans. Et les publicistes ont d'ailleurs une expression assez jolie et très parlante pour désigner l'impact de ces séries télévisées sur les tout-petits. Ils parlent du facteur caprice.
Le facteur caprice, c'est le tout petit qui ne va pas demander le produit qu'il veut que ses parents achètent avec des arguments, mais qui va se rouler par terre, hurler, pleurer, crier, jusqu'à ce que ses parents l'achètent. Et aujourd'hui, il faut savoir que les publicistes intègrent ce qu'ils appellent le facteur caprice dans leur stratégie de marketing. Le facteur caprice marche d'autant mieux que l'enfant est plus petit, parce qu'évidemment, les parents manquent d'arguments pour expliquer que ce produit que l'enfant veut acheter est peut-être plus cher qu'un autre, pas de meilleure qualité, ou qu'il y en a déjà de semblables à la maison. Tout ça, ça marche encore une fois avec un enfant de plus de 4-5 ans, mais pas avec un enfant de 2 ans que les parents ont emmené au supermarché parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais en regrettant bien de l'avoir fait. Donc vous voyez que non seulement la télévision regardée tôt va perturber la représentation de lui-même et du monde chez l'enfant, mais vous voyez également que la télévision regardée tôt va provoquer chez l'enfant une sensibilité très exacerbée à la tentation d'introduire dans son monde réel des figurines qui sont celles des séries qu'il voit sur l'écran, figurines donc encore une fois associées à ce qu'on appelle les produits dérivés, c'est-à-dire tous les produits de consommation. Alors, troisième problème posé par la télé pour les bébés, c'est la place que prennent ces écrans par rapport à la construction des identifications chez le tout petit. Les enfants, il est bien évident qu'ils construisent leurs identifications privilégiées par rapport à leur famille. C'est-à-dire qu'un enfant va plutôt développer un profil agressif, ou un profil plutôt empathique, ou un profil plutôt passif, soumis, ou un profil machiste. Il est bien évident qu'un enfant va adopter un tel profil sous l'effet de l'éducation qu'il reçoit, éducation évidemment consciente et inconsciente de la part de ses parents. Quand on parle d'éducation, il faut avoir à l'esprit que l'essentiel de ce qui est transmis par les parents, ils le transmettent à leur insu. Bon, toujours est-il que dans toutes les familles, les enfants ont toujours eu leur personnalité mise en forme par les adultes les plus proches d'eux, père, mère, nourrice, quand il y en a une, grands-parents, quand ils s'occupent beaucoup de l'enfant, frère ou sœur. Il ne s'agit pas de tout rapporter à la mère, c'est les adultes privilégiés pour l'enfant. Et donc, c'est eux qui permettent à l'enfant de poser les premières bases de sa personnalité. Alors, quelle est la place de la télévision là-dedans, me direz-vous ? Voilà la place de la télévision. C'est que cet enfant qui a eu les premières bases de sa personnalité posées dans la relation avec ses parents, il va ensuite, évidemment, s'il regarde la télévision, essayer de comprendre ce qui se passe sur l'écran, mais un tout petit n'a pas les moyens de comprendre un enchaînement, un scénario. Vous savez, au bout de 15 secondes, un tout petit est dérouté. Il a perdu la mémoire de ce qu'il y avait avant. Donc, un tout petit va très vite être incapable de comprendre le déroulement de ce qu'il voit sur un écran, même le déroulement des programmes enfants. Et alors, comment va-t-il essayer de retomber sur ses pieds, le tout petit ? Eh bien, il va essayer en s'identifiant au personnage qui lui paraît le mieux le représenter. Et donc, si l'enfant, sous l'effet de l'éducation qu'il reçoit dans sa famille, a plutôt tendance à développer un profil soumis, il va évidemment s'identifier au héros qu'il voit sur l'écran et qui lui paraît plutôt passif et suiveur. Si au contraire l'enfant est plutôt éduqué de manière à adopter une personnalité pleine d'initiative, eh bien cet enfant va plutôt s'identifier sur l'écran à un héros qui prend des initiatives. Et c'est comme ça que la télévision ne va pas fabriquer l'identité de l'enfant, mais la télévision, regardée par le tout petit, va l'amener très vite à enquister ces modèles identificatoires, c'est en d'autres termes, les spectacles télévisuels vont accélérer le fait qu'ils s'engagent dans une direction plutôt que dans une autre. Et ça, je crois qu'on en voit l'effet aujourd'hui très nettement dans les classes maternelles, quand on parle avec les enseignants. Aujourd'hui, en 2008, les enfants ont des personnalités beaucoup plus marquées, beaucoup plus caricaturales dès l'âge de 3 ans qu'il y a seulement 10 ou 15 ans. À mon avis, la télévision regardée pour les tout-petits y joue une grande part. Encore une fois, la télévision ne donne pas l'impulsion à l'enfant pour qu'il développe une personnalité ou une autre, c'est la famille. La famille a un grand rôle et il faut vraiment lui rendre celui-là. Mais en revanche, la télévision va inciter l'enfant à
caricaturer assez vite des traits de personnalité et à adopter une personnalité placée sous le signe de l'agression ou placée sous le signe de la soumission très vite, alors que ce genre de profil très univoque ne se voyait il y a 15 ans que plus tard, vers 6, 7, 8 ans. Donc vous voyez que la télévision va être responsable indirectement, télévision regardée par les tout-petits, va être responsable indirectement du fait qu'on puisse voir aujourd'hui, dès la classe maternelle, des enfants qui s'identifient à des petits caïds invulnérables et d'autres qui s'identifient à des victimes soumises. Et puis heureusement, il y en a qui sont capables de s'identifier aussi à des redresseurs de tort, à des travailleurs sociaux, à des médecins. Peut-être ils deviendront tout cela plus tard d'ailleurs. Donc en tout cas, la télévision ne répartit pas les enfants seulement en deux catégories, les agresseurs et les soumis. Heureusement, il y a toujours des personnages qui sont secourables, qui viennent au secours des autres sur les écrans, à la télévision et dans les jeux vidéo. Et les enfants qui sont incités par leur famille à prendre cette direction vont y aller encore plus vite du fait de la télévision, mais malheureusement, ceux qui ont tendance à se sentir portés à l'agression ou portés à la soumission vont y aller également bien plus vite que les autres, bien plus vite qu'avant qu'ils regardaient la télévision. Donc, vous voyez que c'est, on pourrait dire, un effet collatéral de la télévision, mais un effet collatéral aujourd'hui extrêmement important. Il n'est pas question, bien sûr, de rapporter la montée de la violence chez certains jeunes, pas chez tous, chez certains jeunes à la télévision, mais vous voyez que par le biais de ce que je suis en train de vous expliquer, on peut comprendre que la télévision joue un rôle important, y compris les programmes pour enfants, parce qu'encore une fois, comme les enfants ne les comprennent pas, très souvent, parce qu'un enfant de 3 ans ne peut pas comprendre un programme pour un enfant de 4 ou 5 ans, comme ils ne les comprennent pas, ils vont enquister précocement leurs identifications. Et puis, dernier problème qui va être un peu la question charnière ce soir, dernier problème mobilisé par la télé chez les tout-petits, eh bien, c'est le fait de constituer l'écran en partenaire privilégié d'interaction. On va en parler beaucoup par rapport aux écrans chez l'adolescent, puisque vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même le problème principal. Il ne s'agit pas non plus de caricaturer les choses. Les adolescents qui passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo développent pour certains d'entre eux des compétences sociales importantes, hein, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on voit aussi chez certains jeunes la tentation de substituer l'interaction avec un écran à une interaction vivante, hein, concrète, avec des adultes ou avec des camarades. Alors la constitution de l'écran en partenaire privilégié d'interaction, elle commence avec la télévision et elle commence notamment avec un programme qui est formidable par certains côtés et puis inquiétant par d'autres, c'est Dora l'exploratrice. Dora l'exploratrice est un programme qui invite l'enfant à interagir devant la télévision, puisque vous savez qu'avec Dora l'exploratrice, il y a un petit personnage, Dora, qui régulièrement invite l'enfant à dire certains mots pour inviter Dora ou ses camarades à faire certaines choses. Par exemple, Dora invite l'enfant à dire saute, donc l'enfant est invité face à son écran à dire saute pour que les petits personnages qui sautent puissent le faire mieux. Alors évidemment, ce que l'enfant dit ne change rien au programme de télévision qui est préenregistré, hein, bien entendu, mais l'enfant a l'impression qu'il a la possibilité d'interagir, et cette proposition d'interaction dans les programmes Dora vont même jusqu'au fait que Dora propose parfois à travers l'écran à l'enfant de lever les bras pour recevoir une balle, alors qu'évidemment l'enfant ne va pas recevoir de balle, mais il va quand même lever les bras face à l'écran comme s'il pouvait en recevoir une. Donc il y a d'abord les écrans des programmes pour tout petits, devant lesquels l'enfant est complètement passif. Il n'est invité à rien, si ce n'est à regarder et essayer de comprendre. Il y a ensuite des programmes du genre de Dora. Dora a eu tellement de succès qu'elle est en train de faire des émules. Un programme donc, du genre de Dora, où l'enfant est invité à faire comme s'il pouvait interagir avec l'écran de télévision, mais il découvre très vite évidemment que c'est un leurre. Et puis bien sûr, après, il y a l'écran d'ordinateur avec lesquels là, l'enfant est invité à interagir pour de vrai. Alors,
vous voyez comment on passe progressivement de la captivation par l'écran de télévision au désir d'interagir avec l'écran d'ordinateur, mais également à une certaine captivation par l'écran d'ordinateur, puisque aussitôt que cette interactivité avec l'écran d'ordinateur devient réelle, plus seulement un leurre, aussitôt que cette interactivité devient réelle, eh bien, elle produit ses propres effets, c'est-à-dire que le joueur a l'impression qu'il peut tout changer par la manière dont il va interagir avec ce qu'il voit sur l'écran. Alors, finalement, est-ce qu'on pourrait établir par rapport aux écrans d'ordinateur la même préconisation que par rapport aux écrans de télévision? Bon, pour les écrans de télévision, pas de télé avant 3 ans, il n'y a pas que moi qui l'ai dit, l'Académie américaine de médecine défend de pédiatrie, l'Académie américaine de pédiatrie défend cette position aussi. Est-ce que par rapport aux écrans d'ordinateur, on peut adopter une position semblable? Moi, j'aurais quand même tendance à dire que les écrans d'informatique, il vaudrait mieux les réserver aux enfants de plus de 6 ans et que les connexions Internet, il vaudrait mieux les réserver aux enfants de plus de 9 ans et c'est établir une espèce de contrat 3-6-9. Alors pourquoi retarder vers l'âge de 6 ans le fait d'interagir avec des écrans d'ordinateur? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que dès qu'un enfant est placé devant un écran d'ordinateur ou dès qu'on lui met une manette de jeu dans les mains, en 3 jours, il sait très très bien s'en servir, donc il ne va pas vraiment prendre du retard dans ce domaine-là. Ce n'est pas comme le calcul, l'écriture, il n'y a pas de retard acquis. Je veux dire, qu'un enfant ait commencé à manipuler une manette à 4 ans ou à 6 ans, à 6 ans et 2 mois, les deux seront à peu près sur un pied d'égalité. Bon, s'ils ne le sont pas, à 7 ans, les deux seront totalement sur un pied d'égalité. Mais l'intérêt de retarder l'utilisation des ordinateurs à l'âge de 6 ans, à mon avis, c'est d'inviter évidemment pendant toute cette période l'enfant à développer le plus possible des activités manuelles qui engagent ses 5 sens. Je vous disais tout à l'heure, l'enfant face à le tout petit, le bébé face à l'écran, il est condamné à regarder et à entendre. Eh bien, on peut dire que de la même manière, l'enfant de 5, 6, 7 ans placé devant un ordinateur, il est invité à voir, à entendre, et il est invité à interagir d'un clic. Alors, je crois que c'est très important de favoriser dans le développement de l'enfant toutes les capacités manuelles qui obligent à penser les productions dans l'espace et pas seulement par rapport à un écran. Donc, on pourra en reparler dans la discussion, mais je crois que c'est très important de garder à l'esprit que l'enfance est un moment privilégié pour développer les activités manuelles, de la même manière que les 3 premières années sont un moment privilégié pour développer les capacités interactives entre les 5 sens. Alors vous allez me dire pourquoi Internet à 9 ans, mais parce qu'Internet pose d'autres problèmes, puisque dès qu'un enfant va sur Internet, il va évidemment entrer en interrelation avec d'autres personnes. Internet c'est fait pour ça, et que là évidemment il va falloir lui expliquer que évidemment il a envie de rencontrer pour de vrai les gens qu'il rencontre sur Internet, et que c'est très bien, parce que c'est très très bien de vouloir rencontrer pour de vrai les gens qu'on rencontre sur Internet, mais que c'est important également qu'il prenne des précautions parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer, et donc s'il veut rencontrer des gens pour de vrai, des gens qu'il a rencontrés sur Internet, c'est important qu'il prévienne ses parents, qu'il se fasse accompagner par eux ou par des adultes de la famille. Et tout ça, c'est plus facile à expliquer à un enfant, c'est plus facile de l'expliquer à un enfant de 8-9 ans qu'à un enfant tout petit. Donc, quelques mots maintenant autour de la relation privilégiée que les adolescents vont établir avec les ordinateurs sur le modèle de celle qu'ils ont pu établir tout petit avec l'écran de télévision. Mais alors, avant de vous évoquer ces formes de relations, je veux quand même dire que les écrans d'ordinateur, c'est comme les écrans de télévision, ça a beaucoup d'avantages, ça a beaucoup d'intérêts, ça permet des choses formidables. Il ne s'agit pas plus de partir en guerre contre les écrans d'ordinateur que de partir
partir en guerre contre les écrans de télévision. Simplement, c'est une question de moment, d'opportunité et de maturité de l'enfant par rapport à ce qu'il peut comprendre et par rapport à la manière dont il peut utiliser les écrans. Je crois que si on parle d'écran d'ailleurs avec les enfants, plutôt que de dire pas de télé avant 3 ans ou pas d'interaction, pas de jeux vidéo avant 6 ans, il vaudrait peut-être mieux dire des choses du genre on prend 3 ans pour pouvoir regarder la télévision dans les meilleures conditions possibles. On prend 6 ans pour pouvoir aborder les mondes numériques dans les meilleures conditions possibles. C'est ça qui est sous-jacent. Ce n'est pas l'idée de s'en passer, c'est l'idée de les aborder en ayant fait d'autres choses avant qui permettent de les aborder dans les meilleures conditions et de les relativiser. Alors les écrans d'ordinateur et notamment les jeux vidéo, ils ont beaucoup d'avantages. D'abord le plaisir qu'ils donnent, les compétitions que certains y mènent, le plaisir esthétique, la beauté des paysages qu'ils peuvent y trouver. Il ne faut pas oublier que les jeux vidéo développent des compétences, la capacité de se repérer dans des espaces complexes, de gérer un environnement mouvant, d'organiser également la gestion des ressources dans beaucoup de jeux où il faut gérer les capacités des personnages ou les capacités ou la production d'un empire ou le commerce, voilà. Mais au-delà de ces possibilités qui concernent le joueur seul devant son écran, il faut aussi quand même souligner que les jeux vidéo apprennent aux joueurs à développer des aptitudes sociales, rentrer en contact avec d'autres joueurs pour savoir comment ils déjouent certains pièges ou ils résolvent certaines difficultés, et puis rentrer aussi en contact avec d'autres joueurs à travers les jeux en réseau pour constituer des alliances, leur venir en aide, résoudre ensemble à l'intérieur du jeu des difficultés qu'on ne peut pas résoudre tout seul, combattre des monstres qu'on ne peut pas battre tout seul, et ainsi de suite. Donc les jeux vidéo apprennent aussi à gérer les contacts sociaux, à gérer la communication. Et puis à travers tout cela, les jeux vidéo peuvent apprendre à des jeunes à mieux maîtriser leur agressivité ou mieux trouver des formes adaptées à leur tendresse et puis se familiariser même parfois avec diverses formes d'angoisse, notamment les angoisses d'abandon qui sont tellement fortes à l'adolescence. Donc on s'aperçoit finalement qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'adolescents, les jeux vidéo sont l'espace qui leur permet de trouver ce dont ils ont besoin et qu'ils ne trouvent pas dans la réalité, à savoir des compétitions, des héros, des alliances, des règles sociales, même assez strictes au niveau des guildes, donc toutes choses qu'ils ne trouvent pas dans le monde réel ou qu'ils acceptent plus facilement dans le monde virtuel que dans le monde réel parce que ce sont des choses assez exigeantes. Mais sur Internet, on peut prendre des engagements exigeants parce que sur Internet, on peut les prendre d'un clic, mais on peut surtout s'en dégager d'un clic. Donc des mondes qui permettent parfois à des ados de se frotter à des systèmes assez contraignants qu'ils fuiraient à toutes jambes dans la réalité parce qu'ils auraient l'impression que s'ils ne les fuient pas tout de suite, ils ne pourront jamais les fuir, alors que sur Internet, à travers les guildes, notamment dans les jeux vidéo, les mêmes ados peuvent accepter ces contraintes parce qu'ils savent qu'à tout moment, d'une minute à l'autre, ils peuvent s'en dégager sans avoir de compte à donner et sans être poursuivis d'aucune façon par personne et surtout pas par leurs parents qui leur reprocheraient d'avoir rompu un engagement, comme ça pourrait être le cas s'ils s'étaient engagés à faire du violon, du piano, du football ou n'importe quelle autre activité pour laquelle les parents ont dû réaliser et assurer une inscription dans un club. Donc vous voyez que si les jeux vidéo aujourd'hui ont autant de succès, c'est parce qu'ils procurent, encore une fois, toutes ces choses que l'organisation sociale ne procure pas, ou bien les jeux vidéo leur procurent la possibilité de prendre des engagements qui leur feraient peur dans la vie réelle, parce qu'ils ont l'impression que c'est encore trop tôt pour eux, mais qu'ils assument dans les mondes virtuels parce qu'ils se rendent bien compte que ce sont des choses éphémères et auxquelles ils vont devoir renoncer bientôt pour rentrer dans la vie adulte.
Alors ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des cas, mais ce qui est à redouter, évidemment, c'est le joueur qui va développer avec sa machine des interactions privilégiées qui vont lui faire petit à petit oublier les interactions du monde réel. Et vous allez voir que tout ça a un lien assez étroit avec la relation privilégiée qu'un tout petit bébé peut nouer avec un écran. Parce que la première situation qu'un adolescent va pouvoir nouer avec son écran, première relation, disons, problématique qu'un adolescent va pouvoir nouer avec son écran, ça va être une situation organisée autour du désir de ne jamais se retrouver seul, de ne jamais se retrouver abandonné. Vous savez qu'un tout petit vit les angoisses d'abandon de manière particulièrement intense, et d'ailleurs, nous autres adultes, on n'en a jamais totalement fini avec ça. Certains adultes continuent à avoir une sensibilité extrême aux angoisses d'abandon, mais en tout cas, la petite enfance est un moment où elles sont particulièrement fortes. L'adolescence est également un moment où elles sont particulièrement fortes. En général, le tout petit, quand il vit ces moments d'inquiétude, va chercher à se rassurer en se rapprochant d'un adulte privilégié. Mais le problème, c'est qu'un enfant qui grandit dans la compagnie d'un écran va s'habituer très vite à compenser, à se consoler de ses angoisses d'abandon par la permanence de son personnage favori sur un écran. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit parfois des enfants qui ne manifestent pas grand-chose quand leur papa ou leur maman partent travailler, alors qu'ils sont dans la télévision, mais qui vont se mettre à hurler dès qu'on va arrêter leur programme privilégié, parce que pour eux, l'angoisse d'abandon, c'est pas que leur papa ou leur maman s'en aillent, c'est que leur petit personnage privilégié sur l'écran disparaisse, ou même simplement, c'est que l'écran s'éteigne. Et on voit comme ça des adolescents qui vont sembler vivre les angoisses d'abandon propres à cet âge à travers la relation privilégiée qu'ils ont développée avec leur écran. Et je vois de temps en temps des adolescents qui me parlent de leur écran comme s'il s'agissait d'un véritable visage qui les regarde, ou comme même s'il s'agissait d'un œil qui les regarde. Et ces adolescents se reconnaissent notamment par la souffrance qu'ils ressentent lorsque leur ordinateur ne télécharge pas suffisamment rapidement leur jeu privilégié, lorsque la barre de téléchargement s'arrête en cours de route. Et certains décrivent ce petit clignotement de la barre de téléchargement, de la gauche de l'écran jusqu'à la droite de l'écran. Certains adolescents décrivent ce petit clignotement comme le mouvement d'un visage qui se tournerait vers eux, ou comme un œil qui s'ouvrirait pour les regarder. Et vous voyez que là, on est complètement dans une relation à l'écran qui a pris la place d'une relation à un être vivant. Alors chez certains de ces joueurs, on trouve d'ailleurs un désintéressement du corps qui fait qu'on est en train de voir apparaître une nouvelle pathologie. Ce sont des jeunes qui ne relèvent pas d'une pathologie qu'on appelle psychotique traditionnellement. Donc ce sont des jeunes qui ont une relation à peu près satisfaisante et équilibrée au monde, mais ce sont pourtant des jeunes qui sont dans un grand désintérêt par rapport à leur corps, puisque finalement, pour eux, l'essentiel de la relation ne va plus être médiatisé par le corps, mais elle va être médiatisée par l'écran. Alors il y a ceux évidemment qui vont être boulimiques, puis il y a ceux qui vont être anorexiques, mais le point commun, c'est que dans les deux cas, c'est un désintérêt du corps en tant que le corps est ce qui permet la médiation réelle avec l'autre, puisque pour eux, la médiation, si on peut dire, qui leur importe, qui importe dans leur monde, c'est la médiation d'écran. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans une forme de pathologie qui est en continuité directe avec la relation privilégiée que certains tout-petits nouent avec les écrans. Ces tout-petits qui, encore une fois, manifestent une angoisse terrible quand on arrête leur programme et qui ne manifestent pas du tout la même inquiétude par rapport aux adultes en chair et en os qui les entourent. On voit également des enfants, des adolescents qui développent avec l'ordinateur une stratégie centrée sur l'excitation, c'est-à-dire
ce sont des enfants des adolescents qui semblent avoir renoncé à trouver dans l'environnement réel autour d'eux les sources d'excitation qui sont nécessaires au maintien de leur vie psychique. Et donc on a l'impression qu'ils n'attendent cette excitation, cette stimulation que de leur écran. Ce sont des jeunes qui paraissent plutôt éteints et qui ne se réveillent, qui ne semblent ne se réveiller que lorsqu'ils sont devant un écran, c'est-à-dire que les stimulations de leur environnement semblent glisser sur eux comme l'eau sur les plumes d'un canard, alors que les stimulations qui viennent de l'écran semblent avoir le pouvoir de les animer et de les faire vivre. Et effectivement, subjectivement, c'est souvent comme cela qu'ils vivent les choses, comme si ils étaient en quelque sorte sous perfusion d'écran, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de l'écran pour les tenir en vie. Or, vous voyez bien la continuité là avec l'ambition des chaînes de télévision pour bébés, puisque je vous rappelle que l'un des arguments importants d'une chaîne comme Baby First, c'est de dire que la chaîne a prévu des programmes 24 heures sur 24, et notamment des programmes qui tiendront compagnie à l'enfant quand il se réveillera la nuit. Donc l'enfant sera invité à ne pas se sentir abandonné parce que la télévision marchera. Pour les promoteurs de Baby First, il ne ressentira plus le besoin d'appeler ses parents. Donc les parents pourront dormir tranquilles, mais moyennant quoi l'enfant évidemment développera une compensation de ses angoisses d'abandon par écran interposé. Et puis évidemment aussi, lorsqu'il pourra avoir l'impression de manquer d'excitation dans des moments de solitude, eh bien, c'est avec l'écran allumé, avec les musiques, avec les mouvements de personnages, qu'il maintiendra sa vie psychique, sa vie intérieure à un seuil satisfaisant. Donc vous voyez que l'écran allumé 24 heures sur 24, comme le prévoient ces chaînes de télévision pour bébés, c'est vraiment la porte ouverte à des adolescents qui auront tendance à lutter contre les angoisses d'abandon par les écrans, et puis qui auront aussi tendance à avoir recours aux écrans lorsqu'ils pourront avoir l'impression que leur niveau intérieur d'excitation n'est pas suffisant pour les maintenir en vie et qu'il faut qu'ils introduisent un petit peu de cette excitation de l'extérieur. Donc vous voyez déjà deux problèmes où la continuité des écrans pour les petits et des écrans à l'adolescence est assez évidente. Et puis il y a un troisième domaine où la continuité est moins évidente, mais qui me paraît important, c'est la manière dont beaucoup d'adolescents aujourd'hui cherchent à travers les écrans d'ordinateur à construire une estime d'eux-mêmes qu'ils ne trouvent pas dans la réalité. Et là, bien sûr, on touche à toute cette extraordinaire intelligence qui est mise dans les programmes pour enfants et aussi dans les programmes pour bébés, cette extraordinaire intelligence qui fait que l'enfant, dans un programme comme Dora, est constamment gratifié. Il y a un enfant qui regarde Dora, on lui dit lève les bras, il lève les bras, on lui dit bravo, tu as bien levé les bras. Et après, quand il va aller sur un ordinateur, il va arriver dans un paysage inconnu avec une arme à la main, il va voir passer une petite bête, genre un cochon sauvage ou une chauve-souris numérique, et puis il va baisser son arme, et tout de suite, il va y avoir un petit jingle sympathique, et il verra apparaître sur l'écran une phrase du genre bravo, ta compétence en arme lourde a augmenté de 10 points. Et vous voyez la continuité entre des programmes comme Dora, très gratifiants dans la capacité de l'enfant à reproduire ce qu'il voit sur l'écran, des programmes et des programmes de jeux vidéo qui, là aussi, sont conçus de manière extrêmement gratifiante pour l'enfant. Donc il est bien évident qu'un enfant un tout petit qui est peu gratifié dans ses performances par ses parents, ce qui est malheureusement souvent le cas, parce que les parents ont toujours l'impression que leur enfant est en retard par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Donc beaucoup de parents auraient plutôt tendance à vouloir toujours plus de leur enfant et sont peu soucieux de le gratifier. En revanche, la télévision prend le relais. Et puis après, à l'adolescence, alors n'en parlons pas, les parents en général s'angoissent tellement que leur ado échoue ses examens, se replie sur lui-même, que là, les parents vont redoubler de critiques et d'angoisse. Et évidemment, ils vont oublier
l'idée que c'est important aussi de gratifier. Et de la même manière que le tout petit a trouvé des gratifications sur l'écran de télé dans les programmes faussement interactifs, l'adolescent va trouver ses gratifications dans les écrans de jeux vidéo. Gratification donc par les logiciels, dans ce que je viens de vous évoquer, du clignotement et de la petite phrase « bravo, tu as gagné 10 points en armes lourdes », mais gratification aussi venant évidemment d'autres joueurs à l'intérieur du jeu, puisque à l'intérieur du jeu, les joueurs, sinon ils ne continueraient pas à jouer, savent se gratifier et s'encourager mutuellement énormément. Donc vous voyez que pour toutes ces raisons, il existe une continuité, disons, qu'on ne peut pas assurer à 100%, mais qui est quand même fortement probable entre les écrans du tout petit et les écrans à l'adolescence, et on pourrait même dire probablement les écrans au-delà, puisque si on aborde la vie familiale, la vie de couple, l'importance qu'y prennent les écrans, le peu de place qu'ont souvent les gratifications mutuelles dans le couple, la consolation que les deux membres du couple peuvent avoir tendance à chercher avec les écrans, vous voyez que là on rejoint un problème général, qui est celui que j'évoquais au début, c'est-à-dire le fait que nous rentrons dans une culture où nous allons devoir constamment nous rappeler que nous avons des mains, que nous avons un corps et qu'il est important de nous en servir, d'interagir avec lui et que c'est quand même notre corps qui est la base principale de notre communication avec autrui. Donc voilà un petit peu les repères que j'avais envie de vous poser. Vous voyez donc au-delà de la question de la télévision pour les bébés, il y a des enjeux bien plus larges qui sont des enjeux économiques, transformer précocement le bébé en cible de consommation, des enjeux, je dirais, existentiels autour de la place du corps dans la relation, et puis bien sûr des enjeux éducatifs autour du rôle que les parents ou les pédagogues, les éducateurs décident de se donner avec les enfants qu'ils ont en charge. Alors, rien n'est perdu. Je commençais en vous disant que cette pétition lancée sur squiggle.be avait eu quand même des effets très importants et on espère que ce n'est que le début du mouvement. Mais vous avez peut-être aussi suivi une expérience qui a été menée dans une école de la région de Strasbourg, une expérience qui a été faussement présentée par les journalistes sous l'intitulé « 10 jours sans écran ». En fait, ce n'était pas ça du tout. L'expérience menée dans la région de Strasbourg portait pour véritable intitulé auprès des enfants, des pédagogues, des parents, 10 jours pour voir autrement. Ce n'est pas la même chose, mais 10 jours pour voir autrement est devenu dans les médias 10 jours sans télé. Mais en fait, l'idée était exactement celle que je suis en train de vous dire par rapport à pas de télé avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans. L'idée était d'inviter les enfants à regarder moins la télé ou jouer moins à la console de jeu ou à l'ordinateur pendant 10 jours, que chaque enfant qui passe moins de temps à regarder les écrans s'attribue à lui-même une note en fonction du temps où il arrive à faire autre chose, donc système de gratification, et puis 10 jours pour voir autrement, parce que pendant ces 10 jours, évidemment, il y a eu beaucoup d'activités centrées sur l'éducation aux images, sur la découverte d'activités de substitution possibles avec les parents, avec les pédagogues. Donc 10 jours pour voir autrement, c'est accessoirement 10 jours sans télé ou sans écran, mais vous voyez que ça bien au-delà, c'est pas on arrête parce que c'est pas bon, c'est on arrête pour en faire le meilleur usage possible. Et c'est aussi l'idée que si on n'arrête pas, il va être très difficile de faire une consommation, développementale, on pourrait dire, une consommation adaptée d'un produit dont on a l'habitude de faire une surconsommation. Donc l'idée d'arrêter ou l'idée de commencer tard, c'est encore une fois l'idée que c'est le seul moyen pour utiliser ensuite de manière adaptée et non excessive tous les objets des nouvelles technologies qui peuvent nous apporter tellement quand on les utilise de façon adaptée. Voilà, merci de votre attention et donc maintenant je vais essayer de répondre à vos questions.
Oui. Merci. Oui. Pardon, excusez-moi. Par exemple, un jour, j'appelais mon fils, il ne venait pas, et j'ai compris. En fait, quand vous faites partie d'un niveau, vous avez un engagement de temps. 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures, 60 heures. Donc, j'ai lu, très bien, tu quittes, puisqu'il fallait, je l'ai exigé. Il y avait ce mot magnifique, tu es exclu de la meute. À 10 ans, le mot exclure n'est pas banal. Aujourd'hui, je ne souhaite pas parler spécialement de mon fils, beaucoup de parents en pleurent. J'ai découvert qu'il y a des maîtres de jeu qui font des pressions, du chantage. Un d'entre eux, il y a encore 2 jours, j'entendais mon fils protester. Je suis vanné, je suis épuisé, je ne peux pas plus. Et la voix adulte insistait. Et j'ai appris que ce sont des no-mans, des no-life, il n'y a pas d'autre terme, qui sont rétribués par les organismes de jeux vidéo par durée des enfants ou des adolescents qu'ils, on dit ça comme ça, coach ou entraînent. Mieux encore, ils pillent les idées d'enfants qui proposent d'autres formes de jeux et les revendent ensuite aux programmateurs. Ce qui veut dire qu'on est non seulement en face d'un enfant qui a toute cette description que vous expliquez, mais aussi en face, j'espère ne pas exagérer, d'une véritable mafia de l'autre côté. Donc on lutte contre d'autres gens qui sont eux-mêmes otages d'autres systèmes. Je veux dire, on est dans un vrai combat. Merci. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut réserver World of Warcraft aux enfants qui ont atteint un certain âge, de façon à ce qu'ils aient plus de possibilités de se défendre contre ce système que les tout-petits. Vous savez qu'il existe quand même une norme qui s'appelle la norme PEGI, Pan-European Game Information, qui attribue à chaque jeu un âge souhaitable. Donc par exemple 14 ans et plus, 12 ans et plus, et il existe pour les jeux en ligne comme World of Warcraft l'équivalent qui s'appelle du PEGI Online. Et donc il faut toujours vérifier que les jeux joués par un enfant correspondent en effet à sa tranche d'âge. Donc ça, c'est vraiment une responsabilité parentale importante. J'ai cru comprendre que l'enfant dont vous parlez avait un âge très inférieur à l'âge recommandé par PEGI Online pour aller sur World of Warcraft. Donc il est bien évident que si un enfant de 9 ou 10 ans va sur World of Warcraft, il va se trouver confronté à un milieu d'adultes qui vont le traiter comme un adulte sans du tout tenir compte de sa fragilité d'enfant, parce que sur Internet, personne ne sait que vous êtes un enfant. Vous pouvez dire 36 fois dans World of Warcraft « j'ai que 9 ans », l'adulte qui veut vous faire travailler n'a pas de raison de le croire, parce que vous pouvez très bien avoir 20 ans et avoir envie de ne pas remplir vos engagements et de vous faire passer pour quelqu'un de 9 ans. Donc si vous voulez, les entraîneurs de jeu ou les chefs de guilde s'adressent à tous les joueurs comme à des adultes, et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas aller sur World of Warcraft avant l'adolescence.
Alors il y a un jeu qui est moins dangereux que World of Warcraft, c'est Dofus, qui est beaucoup joué par les pré-ados, mais qui est malheureusement assez peu intéressant. Donc très vite, les pré-ados vont sur World of Warcraft, mais il faut que les pédagogues et les parents les en dissuadent. Il y a temps pour tout, et avant l'adolescence, ce n'est pas une bonne chose d'aller là. Voilà, c'est comme la pornographie, c'est comme l'hyperviolence. Ces jeux sont des jeux d'adultes ou de grands ados. Alors, il y a des questions via Internet? Il y a des questions. Il y a une question ici qui concerne l'impact des jeux vidéo sur les relations familiales au quotidien. Quel est-il? Alors, c'est une question intéressante parce que c'est le meilleur comme le pire. C'est-à-dire que pour beaucoup de parents, l'ado qui joue aux jeux vidéo, c'est un cauchemar. Les parents font tout pour l'intéresser à autre chose, ils n'y arrivent pas. Mais souvent, malheureusement, il ne vient pas à l'esprit des parents que peut-être que l'ado développe des compétences, apprend des choses dans les jeux vidéo. Et souvent, il ne vient pas non plus à l'esprit des parents que l'ado développe dans les jeux vidéo des systèmes relationnels qui vont devenir pour lui aussi importants que le système relationnel de la famille. Donc là, c'est la situation la pire, c'est les parents qui ne s'intéressent pas au jeu et qui ne voient de solution qu'à tout débrancher. Et évidemment, très souvent, l'ado va jouer ailleurs ou va s'arranger pour rebrancher la machine, notamment Internet, quand les parents seront couchés. Donc c'est le versant sombre du jeu vidéo dans l'enfance ou l'adolescence, c'est la rupture de la communication familiale. Alors ceci dit, pour en rester à ce cas de figure, il faut quand même signaler que dans beaucoup de cas, le jeu vidéo, l'ado ne rompt pas la communication familiale pour jouer aux jeux vidéo, mais l'ado prend acte du fait que la communication familiale était déjà rompue, et c'est pour ça qu'il joue aux jeux vidéo. Beaucoup d'ados ont rompu la communication familiale depuis longtemps, bien avant de s'enfoncer dans les jeux vidéo. D'ailleurs, souvent, l'ado joueur occasionnel ou normal devient un joueur excessif au moment où la communication familiale n'est pas rompue seulement entre ses parents et lui, mais aussi souvent entre ses parents eux-mêmes. C'est-à-dire souvent, je vois des pré-ados ou des ados qui se mettent à jouer beaucoup, notamment aux jeux en réseau, notamment à World of Warcraft, parce que les parents se sont séparés ou ont divorcé. Donc c'est une manière pour l'ado d'essayer d'oublier cette situation tellement douloureuse et dont il n'arrive pas à parler à ses parents. Il s'enfuit dans les jeux vidéo, dans les mondes virtuels. Alors ça, c'est la version donc la plus problématique. Il y a une autre version que les fabricants de jeux vidéo sont en train d'essayer de populariser à travers toute la promotion de la console Wii. C'est la famille qui joue ensemble. Vous avez tous à l'esprit cette publicité pour la console Wii où on voit un couple de parents ou de grands-parents, ça dépend des publicités, avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, et ils jouent tous ensemble et ils s'éclatent autour de la console Nintendo installée au salon. Alors, il faut se rendre compte que c'est une publicité, bien sûr, c'est pas parce que vous achetez une console Wii que ça va marcher aussi bien, parce que la console Wii, ça amuse les seniors et les femmes qui n'ont jamais touché à un jeu vidéo, mais ça ennuie très vite les adolescents qui préfèrent jouer à autre chose qu'à la Wii. Donc ça ne marche pas aussi bien que dans la publicité, mais en tout cas ça nous montre une image que les fabricants aujourd'hui essayent d'imposer, celle de la famille réunie autour du jeu vidéo. Alors même si ça ne marche pas très bien aujourd'hui avec la console Wii, c'est quand même probablement le modèle qui tendra à s'imposer à travers d'autres consoles que la Wii, des consoles de salon, peut-être pas autour de la Wii telle qu'elle est aujourd'hui, peut-être autour de la Wii telle qu'elle sera demain, mais c'est probablement le modèle qui finira par s'imposer pour une raison simple, c'est que les 99% des ados aujourd'hui jouent aux jeux vidéo, et demain, ils seront des parents qui continueront à jouer probablement un peu aux jeux vidéo et donc qui aborderont leurs enfants qui jouent aux jeux très différemment de ce que les parents qui n'ont jamais joué abordent aujourd'hui leurs adolescents. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sans prendre pour vérité la publicité pour la console Wii, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est important, je crois, que les parents s'intéressent aux jeux de leurs enfants, en ayant toujours à l'esprit qu'un enfant qui joue à un jeu vidéo, il va
construire une histoire, il va s'engager dans une narration. Jouer à un jeu vidéo, c'est pas comme fumer joint sur joint ou boire verre d'alcool sur verre d'alcool. Un joueur de jeux vidéo, même dans des jeux simples, il est engagé dans une narration, c'est-à-dire pour lui, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, il est engagé dans des quêtes, il fait des choix, le choix de son héros qu'on appelle un avatar, le choix des pouvoirs qu'il va donner à ce héros, le choix des pouvoirs qu'il va développer chez son personnage, le choix des alliances qu'il va passer, et autant de choses extrêmement intéressantes à entendre pour les parents, pour autant qu'ils demandent à leur ado de le raconter. Donc je crois qu'aujourd'hui, trop de pédagogues pensent qu'on peut résoudre le problème des jeux vidéo en se contentant de cadrer la consommation. Je crois qu'il faut prendre la mesure du fait que les jeux vidéo sont des produits complexes qui engagent des identifications riches et des systèmes relationnels très puissants. Et donc, il faut en prendre acte pour que les parents cadre, bien sûr, mais aussi pour que les parents accompagnent plus qu'ils ne le font aujourd'hui, en demandant notamment à leur ado de raconter l'histoire de son personnage. Dès qu'un ado est invité à raconter l'histoire de son personnage, en général, il est content, il est gratifié, il va raconter pourquoi il fait un choix plutôt qu'un autre, et puis surtout, il va, en racontant ce qu'il fait, prendre du recul par rapport à son jeu, et dans le meilleur des cas, pourquoi pas, on peut rêver un peu, il va découvrir que, ma foi, il y a un plaisir à jouer, mais il y a aussi un plaisir à raconter ce qu'on fait quand on joue. Il y a pas mal de questions qui arrivent ici. D'abord, quelqu'un demande si la télé, pour les moins de 3 ans, pour vous, c'est tolérance zéro. Non. Non, parce que ce dont j'ai parlé ce soir, c'est les chaînes de télévision spécifiquement dédiées aux bébés. Il est bien évident que dans une famille, il y a des moments où les parents, ou les grands frères ou les grandes sœurs du bébé regardent la télévision et on ne va pas mettre le bébé tout seul dans sa chambre ou tout seul dans une autre pièce pour pas qu'il regarde la télévision parce que ça ne serait pas bon pour lui. Ça serait pire évidemment que de le laisser près des adultes qui regardent la télévision. En revanche, il faut bien se rendre compte que si des adultes regardent la télévision, il vaut mieux que le bébé soit pris dans les bras et invité à regarder éventuellement l'adulte ou qui reste dans un coin de la pièce éventuellement avec ses jouets, pas forcément face à l'écran, justement pas face à l'écran. Et donc c'est important d'avoir à l'esprit que c'est pas que la télé, même si le bébé a tendance à la regarder, c'est pas bon pour lui. Il va évidemment être amené à la regarder de temps en temps dans les familles où on la regarde, c'est-à-dire dans la majeure partie des familles. En revanche, proposer une chaîne de télévision dédiée au bébé, inviter les parents à mettre leur enfant devant, soi-disant pour son bien, ça, pour moi, c'est assimilable à de la maltraitance. Donc je dirais que oui, il faut qu'il y ait une tolérance zéro contre les fabricants de télé pour les bébés, mais pas du tout une tolérance zéro contre les bébés qui pourraient être amenés de temps en temps à regarder la télé. Ça, c'est inévitable et c'est pas ça qui va... regarder la télé pendant 20 minutes pour un bébé, c'est pas comme de lui mettre quand même de l'alcool dans le biberon, c'est pas ça qui va perturber à jamais son développement. Mais en revanche, c'est important que ça reste, que les parents soient vigilants et aient conscience que, ma foi, c'est pas ce qui est le mieux pour le bébé et que donc ça doit être réduit aux occasions exceptionnelles. On va peut-être verser des questions dans la salle, dans le vrai monde, d'ici. Attendez, on va prendre le micro comme ça, ceux qui ne sont pas dans la salle peuvent entendre. Et puis après devant, Delphine. Pour la poursuite de la discussion sur les jeux vidéo, il me semble que les adolescentes échappent un peu à cette quête ou sont moins attirées par les écrans ou d'une autre manière puisque c'est plutôt pour chatter. Est-ce que vous avez une explication à ce mode de comportement différent? Je m'excuse, je n'ai pas bien compris la question. Ah, filles-garçons, d'accord, excusez-moi. Oui, alors au jour d'aujourd'hui, les filles et les garçons ne font pas le même usage des jeux vidéo. Les filles jouent moins quantitativement que les garçons aux jeux vidéo. En revanche, les filles vont très souvent sur les jeux vidéo, notamment les petits jeux vidéo en réseau qu'on peut trouver gratuitement sur Internet.
Mais en revanche, c'est vrai qu'elles y jouent moins longtemps que les garçons. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La principale raison, c'est que la plupart des jeux vidéo aujourd'hui sont plus conçus d'une façon propre à séduire les garçons que propre à séduire les filles, puisque beaucoup de jeux vidéo sont construits autour d'émotions et d'interactions simples. La caricature, c'est un objet apparaît sur l'écran, il faut réagir très vite pour le faire disparaître, ou très vite pour l'attraper, ou très vite pour le ranger au bon endroit. C'est un jeu où on doit détruire des monstres, ou bien un jeu où on doit résoudre des énigmes, ou bien un jeu où on doit réaliser un empilement d'objets, un genre Tetris. Donc c'est toujours des jeux, vous voyez, où ce qui est privilégié, c'est des émotions simples et une interaction sensorimotrice immédiate. En revanche, c'est vrai que beaucoup de filles sont beaucoup plus sensibles à des jeux dans lesquels il existe des émotions plus complexes et dans lesquels la narration joue un rôle plus important. Donc certains jeux aujourd'hui sont développés avec l'idée d'intéresser la clientèle féminine et les concepteurs y arrivent, puisqu'aujourd'hui vous avez 2 jeux qui sont plus joués par les filles que les garçons. Pour les préadolescentes, c'est les Nintendog, sur console Nintendo. On s'occupe d'un petit chien qui est comme une sorte de poupée virtuelle. On le donne à manger, on va le promener, on le lave, on lui apprend des tours, on fait des concours canins. Et puis le deuxième de ces jeux, c'est les Sims, où il s'agit de construire une maison, de la meubler, et puis d'installer une famille, et puis d'aider les différents membres de la famille à vivre leur vie. Donc ces 2 jeux, les Nintendog chez les préadolescentes et les Sims chez les adolescentes et les adultes, sont plus joués par les filles que par les garçons. Donc on va probablement voir apparaître là dans les années qui viennent des jeux qui vont aller dans ce sens-là, et pas seulement parce que commercialement c'est une manière de prendre un nouveau marché, mais aussi parce que ça correspond aux possibilités croissantes de la technologie. Aujourd'hui, on peut faire des jeux très complexes dans lesquels le joueur peut faire des choix différents selon les moments, et selon les choix qu'il fait, le jeu prend une orientation ou une autre. Donc je crois que dans les années qui viennent, la distinction garçon-fille sera amenée à s'effacer par rapport aux jeux vidéo. Ajoutez à cela le fait que dans les jeux vidéo, les garçons peuvent jouer des rôles de filles et les filles peuvent jouer des rôles de garçons. Et du coup, les repères sexués sont brouillés. Et c'est aussi quelque chose qui peut séduire les adolescentes autant que les adolescents. L'idée de pouvoir justement jouer différents rôles, avancer masqué, c'est des choses qui concernent autant les jeunes filles que les jeunes garçons. Donc en tout cas, cette différence existe au jour d'aujourd'hui, mais elle va tendre à s'effacer très probablement. Oui, madame. Oui, donc nous, on est étudiante en logopédie et on se demandait, concernant le développement du langage de l'enfant, donc de 0 à 5 ans, si la télé, notamment les dessins animés, pouvait influencer ou améliorer leur langage, leur développement. Donc sur la question du langage, pour les tout-petits, on dispose d'une étude qui a été faite par Christakis et Zimmerman, et c'est une étude qui montre que avant l'âge de 3 ans, les enfants qui regardent ces programmes ont 4 mots de moins à leur disposition pour chaque heure de plus regardée tous les jours. Donc, vous voyez, c'est très codifié, 4 mots de moins pour chaque heure, chaque jour, il regarde les programmes en plus. Donc, 4 mots pour un tout petit, c'est beaucoup. Quand un tout petit possède 15 mots, c'est bien. Donc, 4 mots de moins pour chaque heure de plus passer à regarder les programmes de télé pour enfants, c'est beaucoup. Alors, comment expliquer ça? Puisque, au contraire, les fabricants de télé pour les bébés disent ça va muscler le cerveau de votre bébé et ça va enrichir son vocabulaire. Alors, comment expliquer que ce soit le contraire qui se passe? En fait, ce n'est pas trop difficile à comprendre. Parce que si vous parlez à un bébé, vous vous rendez compte qu'il vous regarde. Il regarde vos yeux, il regarde votre bouche, et puis vous vous rendez compte aussi, si vous parlez à un bébé, que vous allez adapter votre débit à son attention. C'est-à-dire, si tout d'un coup il est un peu distrait, vous allez peut-être parler un peu plus fort, vous allez articuler différemment, vous allez répéter, vous allez changer votre voix. Et d'ailleurs, des fois, on voit une mère qui parle avec un adulte et en même temps, et à d'autres moments avec son bébé, et elle va parler d'une certaine façon à l'adulte, et puis quand elle va parler à son bébé, elle va changer sa voix pour l'adapter au bébé.
Eh bien, c'est ce que les programmes de télévision pour enfants et pour bébés ne font pas. Ce n'est pas du sur-mesure, c'est du prêt-à-porter, c'est-à-dire que la voix dans les programmes pour enfants n'est pas du tout modulée en fonction de l'attention et de l'attente du bébé. Elle a toujours la même intonation, toujours le même rythme, et donc du coup, très vite, l'attention du bébé flanche, et le bébé n'entend plus qu'une espèce de musique, ou on pourrait dire autrement, de bouillie verbale. Et donc, il ne peut plus accrocher des mots qu'il puisse reconnaître. Alors, si en plus vous ajoutez à ça que dans les programmes pour bébés, très souvent, la voix est nasillarde pour imiter une voix d'enfant, vous comprenez que l'enfant qui regarde la télé pour les bébés ne peut absolument pas être attentif à la bande-son. Il a grand-peine déjà à comprendre quelque chose aux images qu'il voit. Donc, les sons qu'il entend perdent tout sens pour lui et donc du coup ils ne sont pas utilisables comme support pour développer ses compétences linguistiques. On voit s'il y a une question via Internet. Oui, il y a un grand débat sur le livre et la télévision, surtout à savoir qu'est-ce qu'il y a de pire ou de mieux de laisser un enfant, un bébé seul devant son livre ou de l'accompagner devant la télé. Ça rappelle le choix de Sophie. Entre Caribe et Scylla, que choisir? Alors, l'idée de l'accompagnement d'un enfant ou d'un bébé devant la télévision, c'est une belle idée, mais il faut se rendre compte qu'avant 3 ans et après 3 ans, le mot accompagnement n'a pas la même signification. Si vous regardez la télé avec un enfant de 4 ans, 5 ans, eh bien, vous pouvez commenter ce qui se passe sur l'écran. L'enfant le regarde et en même temps, l'enfant vous écoute. Il est capable de voir ce qui se passe sur l'écran et d'écouter ce que vous lui dites. Si vous lui montrez quelque chose sur l'écran, évidemment, il va le regarder. Mais la situation est totalement différente avec un enfant de moins de 3 ans. Avec un enfant de moins de 3 ans, les seules interactions qui marchent bien sont les interactions en vis-à-vis. C'est-à-dire le fait de regarder un enfant, d'interagir avec lui, de lui faire des bruits de bouche, de bouger sa tête, de bouger les mains. Et tous les parents qui ont un petit, ou les grands-parents, ou les frères-sœurs qui ont un tout petit, savent bien que cela met le bébé en joie. Les bébés adorent interagir en vis-à-vis. En revanche, aussitôt que vous mettez votre bébé à côté de vous, eh bien, vous pouvez lui parler, sauf s'il se tourne vers vous et vous regarde, eh bien, vous verrez que l'interaction a disparu. En d'autres termes, si vous mettez un bébé de moins de 3 ans à côté de vous sur le canapé pour regarder un programme pour enfants de moins de 3 ans, vous aurez beau essayer d'interagir avec votre bébé, lui n'interagira pas avec vous, il n'interagira qu'avec l'écran. Parce qu'il n'a, à cet âge-là, le bébé, que la capacité d'interagir avec ce qui lui fait face. Il n'a pas la capacité d'interagir avec ce qui est à côté de lui. Il n'a pas encore développé cette capacité que nous avons adultes de pouvoir répondre à quelqu'un qui est à côté de nous et qui nous parle sans le regarder. Il n'a pas encore acquis ça. Ça s'acquiert entre 3 et 4 ans. Donc c'est pour ça que regarder la télé avec un enfant de plus de 3 ans, ça peut être formidable. C'est un grand moment d'interaction. Il faut que l'adulte, bien sûr, soit disponible pour raconter ce qui se passe sur l'écran, dire ce qu'il en pense, poser des questions. C'est formidable. Mais avant l'âge de 3 ans, ça n'a pas de sens. Là, encore une fois, interagir avec un enfant de moins de 3 ans face à un écran, ceux qui en parlent ne l'ont jamais essayé, parce qu'ils se seraient aperçus que ça ne marche pas. Alors, voyons maintenant la situation par rapport au livre. Par rapport au livre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous lisez un livre avec un enfant tout petit, l'enfant tout petit, de la même manière, il y a des moments où vous allez être amené à le regarder, vous allez être amené éventuellement à l'inviter à refaire après vous des choses qu'il vous a vu faire. Même s'il ne regarde pas votre visage, il regarde votre main, par exemple, qui touche certaines surfaces, et il essaye de faire pareil. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, vous voyez, qui est médiatisée par le corps. Donc je dirais que ce qui est bien dans le livre, c'est 2 choses. C'est d'abord que si vous faites quelque chose avec le livre, votre bébé est invité à le faire aussi. Donc il y a une vraie médiation qui s'établit par l'intermédiaire d'une action
que vous faites et qu'il répète, une espèce de reprise en écho de l'action que vous faites. Et puis le deuxième intérêt de lire un livre avec un tout petit, c'est que le tout petit va pouvoir, à force de lire le même livre tous les soirs, c'est quand même ça en général qu'il demande, à force de lire le même livre tous les soirs, eh bien il va petit à petit intérioriser dans son esprit la succession des pages, pas encore le sens de la narration, on en est bien loin, mais la succession des pages, le fait qu'après une page verte, il y a une page bleue, et qu'après la page bleue, il y a une page jaune, et ainsi de suite. Et donc c'est là qu'il va d'ailleurs commencer parfois à tourner les pages beaucoup plus vite, parce qu'il veut voir jusqu'où il se rappelle des différentes pages que sa maman ou son papa l'ont habitué à regarder chaque soir. Donc quand l'enfant sera habitué à regarder un livre régulièrement avec un parent, il va pouvoir commencer éventuellement à l'ouvrir tout seul devant lui. Et à ce moment-là, en imagination, son parent sera avec lui parce qu'il sera capable de repérer dans le livre des choses avec lesquelles il sera progressivement familiarisé et qu'il aura commencé à mémoriser. Le grand problème de la télé pour les bébés, en plus de la difficulté d'interagir avec un tout petit face à un écran, le grand problème de la télé pour les bébés, c'est le flux continu. C'est le fait que le bébé ne va jamais pouvoir mémoriser précisément un type de situation parce que tout change constamment. Il va mémoriser seulement quelques figures de héros, mais jamais un enchaînement. Alors qu'avec le fait de tourner les pages d'un livre, il va pouvoir mémoriser un enchaînement. Donc, ce qui explique qu'un enfant avec lequel on lit régulièrement un livre, encore une fois, va commencer à tourner les pages tout seul au bout d'un moment, alors qu'un enfant avec lequel on regarde un programme pour enfants ne va jamais commencer à mieux comprendre le programme simplement par le fait qu'on le regarde avec lui. J'ai encore une question. Voilà. Dans le monde actuel, est-ce encore possible d'éduquer son enfant sans télévision ou ordinateur, dans la mesure où il lui manquerait une part de culture, entre guillemets, commune avec les condisciples ? Oh, il ne faut surtout pas vouloir élever un enfant sans télévision et sans ordinateur. Moi, je remercie mes parents de m'avoir gavé de bandes dessinées, de télévision et de cinéma quand j'étais petit. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a permis d'entrer de plein pied dans un monde en changement. Alors que j'ai beaucoup d'amis élevés dans des bonnes familles où on leur interdisait la bande dessinée, puis la télévision, et qui sont restés complètement coupés du monde du multimédia, aujourd'hui du monde du jeu vidéo et d'Internet. Donc non, il faut absolument introduire les enfants à la télévision, aux jeux vidéo, à Internet, mais au bon moment. C'est pour ça que je vous évoquais tout à l'heure des âges à partir desquels cette introduction me paraît ne pas trop gêner d'autres acquisitions, parce que s'il est important d'introduire l'enfant à la télé, aux jeux vidéo, il est aussi important de l'introduire à d'autres choses. Or, le problème, c'est que le propre de la télévision ou des jeux vidéo, le propre de ces activités, c'est d'être très vite chronophage. C'est-à-dire que celui qui est introduit va court-circuiter un certain nombre d'autres activités qui pourraient être pourtant pour lui très importantes. Donc, et notamment l'apprentissage de toute l'habileté manuelle, qui est quand même quelque chose, je crois, d'important à développer, pas du tout pour être capable de réaliser des petits objets avec les mains, mais parce que l'habileté manuelle, c'est quand même une manière de développer la capacité de pouvoir tourner et retourner un problème dans sa tête, l'envisager sous plusieurs aspects, imaginer le fractionner pour le résoudre, autant de possibilités, je crois, qui s'apprennent bien dans des activités manuelles. Donc quand je vous parlais de un peu sous forme de boutade, parce que c'est pas rigide, de 3-6-9, pas éviter la télé avant 3 ans, en tout cas pas pour les enfants, éviter les jeux vidéo avant 6 et éviter Internet avant 9. Quand je vous disais ça, c'était pas du tout pour tenir les enfants à l'écart de ces activités, mais c'était pour qu'ils développent, avant de s'y engager, des capacités qui leur seront bien utiles
quand ils vont rentrer dans ces activités-là. Parce on découvre quand même des jeunes très habiles dans les jeux vidéo et qui sont capables très vite d'être performants, et des jeunes qui ont une activité répétitive dans les jeux vidéo et qui malheureusement se posent pas assez, par exemple, le problème de savoir comment contourner une difficulté ou comment essayer de résoudre un problème différemment quand après 3-4 fois ils ont échoué à le résoudre en utilisant la même méthode. Alors, je crois que ces capacités-là, elles peuvent s'apprendre dans des jeux de plateau, dans des activités manuelles, dans des tas de jeux qui ne nécessitent pas de passer par un écran. Est-ce qu'une question dans la salle? Attendez. Ce que je voulais dire, c'est quand même la télévision est profondément abrutissante. Enfin, moi, j'ai plus de télévision depuis 15 ans. Les rares fois où je la regarde, je suis atterrée par la bêtise des programmes. Je pense que ça n'apporte rien à personne. Et personnellement, la seule fois où ça m'a manqué de ne pas avoir de télévision, c'était le 11 septembre 2001, où là, effectivement, je me dis que c'était un événement mondial, planétaire. Et c'est la seule fois en 20 ans, peut-être que je n'ai plus de télévision, que ça m'a manqué. Donc je pense que la télévision n'est vraiment pas indispensable. Si vous pouvez regarder la télévision, vous ne faites pas quelque chose d'autre, vous n'écoutez pas de la musique, vous ne lisez pas, vous ne parlez pas. Donc personnellement, pour la télévision, je trouve que c'est vraiment, je ne vois aucun intérêt à la télévision, ni pour les adultes, ni pour les enfants. C'est personnel, hein, mais voilà, je voulais quand même le dire. Ça me fait du bien. Écoutez, à chacun sa religion. Hein. On peut penser ça. Bon, moi, je trouve qu'il y a parfois des programmes intéressants. Et puis, vous savez, il ne faut pas aussi sous-estimer le fait qu'il y a des gens qui, notamment des enfants ou des ados, qui s'amusent à regarder certains programmes que vous dites à juste titre abrutissants, pour essayer d'y repérer justement d'autres choses. Il y a je pense, un programme auquel je m'étais intéressé, c'était en France en 2001, Love Story. Et d'un côté, c'était abrutissant, mais d'un autre côté, quand on discutait avec des ados qui étaient très intéressés par ce genre de programme, quand on discutait avec eux, on s'apercevait qu'il y en avait certains qui regardaient justement de manière critique, hein, pour repérer l'importance de la mise en scène, pour s'intéresser à la position des caméras, pour dénoncer certains aspects idéologiques trop caricaturaux, hein, qu'il y avait dans les résumés qui étaient faits chaque semaine par rapport aux séquences qui étaient proposées tous les jours. Donc il y avait une manière intelligente de s'intéresser à ces programmes plutôt débilisants. Donc je ne dis pas que ça soit la règle, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si des gens regardent des programmes qu'on juge soi-même débilisants, avant de savoir quel intérêt ils y trouvent, il faut le leur demander. Parce que parfois on peut être surpris, on peut découvrir qu'ils y trouvent un intérêt qu'on n'aurait pas imaginé et qui leur permet de prendre du recul, hein, par rapport au programme auquel ils semblent adhérer. Il ne faut jamais prendre la passivité physique d'un spectateur de télévision pour une passivité mentale. Il y a des spectateurs de télévision qui sont très actifs dans leur tête, et il y a inversement des joueurs de jeux vidéo qui sont plutôt passifs dans l'imagination dont ils font preuve pour résoudre les difficultés qui leur sont proposées. Oui, alors
Si vous voulez, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Quand on dit regarder beaucoup la télévision, mais si on demande aux parents qu'est-ce que c'est regarder beaucoup, il y en a qui vous diront 2 heures, il y en a qui vous diront 4 heures. En tout cas, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que les enfants qui regardent le plus la télévision, ce sont ceux dont les parents regardent le plus la télévision. Les études qui ont été faites pour comprendre quels enfants regardaient le plus la télévision sont toutes arrivées à la même conclusion, c'est les enfants dont les parents regardent le plus la télévision. Donc si certains parents regrettent que leur enfant regarde la télévision, la première chose qu'ils ont à faire, c'est à la regarder eux-mêmes moins, et les enfants suivront. Et il faut aussi savoir que les enfants sont les plus petits consommateurs de télévision parmi toutes les tranches d'âge. Les plus gros consommateurs de télévision sont les personnes âgées. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles se font installer la parabole ou le câble quand elles prennent leur retraite. Et puis, les deuxièmes gros consommateurs de télévision, ce sont les adultes. Et les enfants viennent en dernière position. Ils regardent moins la télé que leurs parents et surtout que leurs grands-parents. Et très souvent, ils regardent plus la télé quand ils vont chez leurs grands-parents qui sont constamment devant la télé. Il y en a beaucoup qui le disent. Donc, si on veut réduire le temps d'écran des enfants, il faut inviter les parents à réduire leur propre temps d'écran. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps-là? Ils vont jouer avec leurs enfants. Ce sera autant de gagner. Qu'est-ce qui se passe sur le chat et sur... Des tas de choses. Il y a quelqu'un qui insiste beaucoup sur une question. Est-ce que trop de relations aux écrans peut favoriser une confusion entre la vie réelle et la vie fantasmatique? Alors, c'est une question qui est récurrente à toutes les images. C'est-à-dire que ça paraît remonter à des temps lointains, mais déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, des philosophes grecs s'inquiétaient du fait que le développement de la peinture amène les citoyens grecs à confondre les figures dessinées avec la réalité. Donc on a retrouvé le même problème avec chaque nouvelle invention d'image, avec l'invention du cinéma notamment, où cette question était très présente. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport aux nouvelles formes d'image? Que bien sûr le risque existe, mais que l'être humain ne fabriquerait pas des images qui ont autant l'apparence de la réalité s'il n'avait pas quand même, d'une certaine manière, le désir de confondre. L'être humain a à la fois le désir de fabriquer des images qui se rapprochent le plus possible de la réalité. Vous savez d'ailleurs que la prochaine grande invention d'image, qui fonctionne déjà dans les laboratoires, qui va bientôt fonctionner dans votre salon, ce sont les hologrammes, cette espèce d'image en 3 dimensions que vous pourrez avoir chez vous. Donc l'être humain fabrique des images qui créent une confusion de plus en plus grande entre la réalité et les images fabriquées, et évidemment, l'être humain s'angoisse toujours plus de confondre les deux. En fait, il faut se rendre compte que le risque de confondre les deux n'existe pas dans la mesure où l'utilisateur a conscience du fait que les images sont produites par une machine. Si on vous introduit dans une pièce sans vous prévenir et que vous voyez un hologramme plutôt qu'une personne réelle, vous pourrez croire que c'est une personne réelle. Mais si on vous dit vous allez rentrer dans une pièce où une machine produit un hologramme, il n'y a aucun risque de confondre parce que vous savez que la machine fonctionne et que c'est elle qui produit cette image. Or, dès qu'on va sur Internet, il est bien évident, dès qu'on va dans les jeux vidéo, il est bien évident qu'on sait qu'on met en route une machine à produire des images et que cette machine produit des images numériques qui peuvent ressembler à la réalité, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors en revanche, il existe un vrai problème autour de toutes les images qu'on peut trouver sur Internet et qui ne se donnent pas pour être des images fabriquées, mais qui peuvent se donner pour être des images enregistrées face à un événement réel. Alors je vais vous donner un exemple humoristique. Il y a quelques mois, vous avez peut-être vu sur Internet des vidéos dans lesquelles on voyait des adolescents qui mettaient leur téléphone mobile en croix, tous dirigés vers le centre,
et qui mettait au milieu, entre les téléphones mobiles, quelques grains de maïs, et puis chacun avec un autre téléphone mobile faisait fonctionner la sonnerie du téléphone mobile qu'il avait installé sur la table, et en 20 secondes, tous ces téléphones mobiles dont la sonnerie fonctionnait transformaient le maïs en pop-corn, et on voyait les grains exploser. Et donc c'était c'était une vidéo destinée à montrer le danger des ondes provoquées par le téléphone mobile. Il paraît même qu'il y avait une vidéo où on voyait un œuf qui cuisait pendant que les téléphones vibraient autour de lui. Alors j'avoue que moi quand j'ai vu cette vidéo avec le pop-corn, j'étais assez stupéfait. Je me suis posé des questions, mais je suis encore d'une génération où quand on voit des images qui paraissent si réalistes, on a tendance à y croire. Et puis heureusement, 2 jours après, j'ai vu une vidéo où d'autres adolescents mettaient non pas en croix leur téléphone mobile, mais des bananes. Ils installaient les bananes en étoile. Et puis après, ils mettaient des grains de maïs. Et puis on voyait les grains de maïs qui se transformaient en pop-corn. Et il y avait marqué « Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet ». Donc vous voyez que le problème est beaucoup moins aujourd'hui celui des jeux vidéo qui se donnent pour être des fictions. Le problème est beaucoup plus celui de toutes ces informations qu'on trouve sur Internet et on ne peut jamais vérifier l'authenticité. Alors il faut bien comprendre que, en revanche, cette confusion n'est pas une confusion qui porte sur la réalité et le fantasme. Si vous confondez le fantasme et la réalité, ça ne relève pas des images, ça relève de la pathologie intérieure. Ça a toujours existé, des gens qui confondent leur fantasme et la réalité. Il faut bien les confondre un peu, sinon on aurait l'impression que nos fantasmes n'ont qu'un rapport avec le monde. Donc il faut confondre un peu, mais pas trop. Donc c'est une gymnastique d'ailleurs très complexe. Il y a des gens qui perdent un peu leur boussole. Donc c'est très difficile. La meilleure façon de ne pas confondre la réalité et ses fantasmes, c'est de raconter ses fantasmes à quelqu'un, un conjoint, un ami, et l'ami vous dit soit oui, je pense un peu comme toi, soit il vous dit tu dérailles complètement, et là ça remet les pendules à l'heure. Mais sinon, on a tous un peu tendance à confondre nos fantasmes et la réalité. Vous voyez en revanche que la création d'images, ça nous fait courir un autre risque, c'est le risque de confondre les images de fiction avec les images documentaires. Mais vous voyez qu'il faut bien faire la distinction entre la confusion réalité-fantasme qui relève du fonctionnement psychique et qui a toujours existé, qui existera toujours indépendamment du régime d'image, c'est un problème. Il faut bien distinguer ça du risque de confusion image de fiction, image de réalité, et ça, c'est une confusion qui n'a jamais été aussi importante qu'avec le numérique, puisque les technologies du numérique permettent de fabriquer des images qui ont toutes les apparences d'images documentaires, alors que ce sont des images complètement fabriquées. Mais vous voyez que ce n'est pas le même problème. Alors pour répondre à la question, confondre réalité et fantasme, non, les images n'ont pas d'impact là-dessus. Confondre documents, fiction, oui, les images ont un impact important là-dessus, et notamment les images numériques aujourd'hui auxquelles on a affaire sur Internet. Et sur la télé avec les enfants, il y a une question aussi. Est-ce que ce qui ne pose pas problème, c'est de voir son enfant passif s'ennuyer devant la télé et qu'on n'accepte plus l'ennui de l'enfant ou la passivité de l'enfant devant la télévision? Que ça nous dérange? Oui, alors il y a ennui et ennui. Le problème d'un enfant qui s'ennuie devant la télévision, c'est que malheureusement, souvent, il s'ennuie en restant scotché. Alors que lorsque un enfant est dans sa chambre avec ses jouets, qui ne sait pas trop quoi faire, son regard va de l'un à l'autre, et puis il y a un moment où il se met à faire quelque chose. Quand vous ennuyez quand un enfant s'ennuie devant ses jouets, il finit toujours par faire quelque chose. Quand un enfant s'ennuie devant la télévision, le risque, c'est qu'il reste quand même devant la télévision à s'ennuyer. C'est ça le risque. Donc, vous voyez que le problème n'est pas ennui. Le problème, il est que si on fait une apologie de l'ennui, pourquoi pas, il faut faire une apologie de l'ennui qui rend disponible, parce qu'on se sent vide et donc prêt à toutes les propositions. Mais il faut bien distinguer cet ennui-là de l'ennui face à la télévision, qui est une ennui, je dirais, par excès. L'enfant face à la télévision est tellement rempli d'un tas de choses qui lui prennent la tête qu'il n'y a plus de place pour ses pensées personnelles, et du coup, effectivement, il s'ennuie, mais vous voyez qu'il s'ennuie par trop plein, il s'ennuie par excès, il s'ennuie par excès d'excitation, il ne s'ennuie pas par défaut d'excitation, et c'est très différent. Attendez, il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, bonsoir.
En fait, je me demandais si justement des dessins animés, mais là c'est plus pour les petits-enfants, si des dessins animés, c'est justement pas moins nocif que le journal parlé. Parce que le journal parlé, c'est quand même... je trouve ça dur, même pour nous adultes. Alors pour un enfant de 5-6 ans, je préfère qu'il regarde un dessin animé. Oui. Alors, il faut bien comprendre qu'un enfant n'a pas du tout la même perception que nous des images du monde et notamment des images de télévision. Un tout petit voit des mouvements de forme et de couleurs. Et qu'un tout petit voit des soldats américains qui courent dans une rue désertique ou un petit écureuil qui saute dans un arbre, un tout petit verra toujours des taches de couleur qui se déplacent sur un écran. Alors en revanche, c'est vrai que le rythme ne sera pas le même dans les deux cas. Le petit écureuil pourra se déplacer tranquillement alors que les soldats américains vont courir et si en plus il y a des bruits de mitraillettes, l'enfant peut en être bouleversé parce que ces bruits vont l'agresser, pas du tout parce qu'il les rapporte à des fusillades ou au risque que des personnes meurent par balle, mais simplement parce qu'il entend des bruits d'une intensité sonore inhabituelle, des bruits dont il n'a pas le mode d'emploi et qui vont le malmener. Donc c'est vrai que les programmes de télévision pour adultes qui ont un rythme rapide, des bruits très contrastés, courent plus le risque de malmener un bébé que des programmes pour bébés qui évitent ce genre d'excès. En revanche, il faut se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de programmes pour adultes qui ont un rythme assez lent, des feuilletons, des émissions de jeux. Et là, pour un bébé, c'est exactement pareil que la télé qui lui est destinée. Là encore, il faut faire référence aux études de Christakis et Zimmerman qui ont montré qu'avant l'âge de 3 ans, il n'y a pas de différence dans le développement d'un bébé selon qu'il regarde un type de programme plutôt qu'un autre. Alors quand l'enfant va grandir, il va commencer à découvrir le sens de ce qu'il voit. Il va commencer à faire la différence entre des images de guerre, des images de croisière, des documentaires animaliers, mais ce n'est pas pour autant qu'il va réagir de la même manière que l'adulte. Il va continuer à avoir sa sensibilité d'enfant et il va faire comme nous, il va réagir en fait en fonction de sa compréhension du monde et en fonction de ses expériences personnelles. C'est comme ça qu'un enfant pourra rester insensible à des images de massacre et puis après être complètement bouleversé par l'image d'une publicité qui montre un chercheur faire tomber un chat en le retournant pour voir s'il se rétablit sur ses pattes avant d'arriver en bas. Donc je prends cet exemple parce qu'il m'a été raconté par une mère qui était scandalisée que sa fille ait vu des images d'actualité sans rien manifester, d'actualité terrible sans rien manifester. La mère lui dit, mais enfin, tu te rends compte? Je dis, non, quoi? Et puis après, il y avait une séquence publicitaire où il y avait un petit chat retourné, et là, la petite fille a crié au scandale et s'est mise à pleurer. Donc, si vous voulez, un enfant, il a une sensibilité aux images qui n'est pas du tout la nôtre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été quand même un peu critique par rapport à une publicité qui avait été faite en France par le CSA il y a quelques années. Et pourquoi? Parce que cette publicité montrait un garçon et son père regarder ensemble la télévision. Et puis à un moment, on ne voyait pas ce qu'il y avait sur l'écran, mais à un moment, on comprenait qu'il y avait de la bagarre. Et puis le père souriait, et puis on voyait l'enfant qui tombait en arrière. Et il y avait un commentaire qui disait, attention, un commentaire pour les parents qui disait, attention, un spectacle que vous supportez peut être insupportable à votre enfant. Alors c'était très bien de faire ça, mais moi j'aurais préféré que parallèlement, il y ait une autre petite séquence construite sur le même modèle, où on aurait vu un enfant ricaner devant un écran, et puis tout d'un coup, le père tombait à la renverse, et le commentaire aurait dit, attention, certaines images peuvent vous bouleverser, mais ne pas forcément bouleverser vos enfants. Si vous voulez, pourquoi ça aurait été important de montrer les deux? Mais pour bien comprendre qu'autour des images, l'important, c'est pas seulement que les parents encadrent la consommation, c'est aussi qu'ils prennent les images comme un support d'échange, de communication, parce qu'avant d'avoir parlé avec un enfant de ce qu'il bouleverse, un adulte ne peut rien en savoir. Un adulte ne peut jamais savoir si un enfant
sera bouleversé ou pas par certaines images avant d'en avoir parlé avec lui. Parce que les enfants ont une sensibilité liée à leur âge, et puis en plus, ils ont une sensibilité personnelle liée à leur histoire. C'est pour ça que c'est si important de parler des images constamment, parce qu'on ne peut jamais savoir comment l'autre réagit aux images qu'on est soi-même en train de voir. Ça, je dis toujours, pour résumer les choses, je dis toujours qu'il faut nous habituer à ce que les écrans, c'est-à-dire la télévision, les jeux vidéo, il faut nous habituer à ne pas les considérer comme des choses qu'on regarde. Or, aujourd'hui, les écrans, c'est des choses qu'on regarde, mais il faut nous habituer à ce que ce soit des choses dont on parle. Et la télévision, c'est pas ce qu'on regarde, c'est ce dont on parle. Et les jeux vidéo, c'est pas seulement ce qu'on regarde, c'est aussi ce dont on parle. Alors, on va encore prendre une question dans la salle, et puis via les internautes qui nous regardent, qui écoutent Serge Tisseron, et aussi peut-être un feedback sur qu'est-ce qui se passe sur le chat entre les internautes ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Très simplement, sur le plan pratique, de quels outils pensez-vous disposer pour faire face à la cyberaddiction des adolescents ou préadolescents? Sevrage complet, je ne sais pas. Merci, monsieur. Alors, je crois qu'une première mesure de bonne prévention serait de cesser de parler d'addiction pour les adolescents. Parce que les adolescents ont une identité mouvante, flottante, et un adolescent peut très bien se mettre à jouer beaucoup aux jeux vidéo parce que ses parents sont en train de se séparer, ou parce qu'il craint de réussir ses examens et de passer en fac, et ça lui fait peur, il ne sait pas comment il va se débrouiller, alors il s'arrange pour rater son année, mais si vous le traitez d'addict, alors là, vraiment, il risque de le devenir, parce qu'à l'adolescence, il y a cet esprit de provocation qui fait que si vous laissez entendre un ado que vous le considérez comme un malade, il est capable de vous répondre, puisque je suis malade, je suis irresponsable, et puisque je suis irresponsable, vous avez qu'à m'emmener chez le docteur qui me guérira, moi je ne fais pas d'effort pour faire autrement. Donc déjà, une bonne mesure de prévention serait de ne jamais utiliser le mot d'addiction aux jeux vidéo pour les adolescents. Pour les adultes, c'est autre chose, ça se discute. Les adultes, quand un adulte a 30 ans, vit chez ses parents et passe 8 heures par jour ou 10 heures par jour à jouer, c'est vrai que là, la situation est bien différente de celle d'un adolescent, mais avec un adolescent, ne parlons pas d'addiction. Alors sinon, comment faire? Je crois que déjà, il faut chercher à comprendre à quel moment un joueur excessif a commencé à devenir un joueur excessif. Et là, on s'aperçoit que très souvent, c'est à la suite d'une souffrance personnelle ou familiale. Encore une fois, je crois que je l'évoquais tout à l'heure, un déménagement des parents qui fait que l'enfant a perdu tous ses copains, un divorce, une séparation des parents, une garde alternée qui tourne mal et l'enfant se retrouve chez un seul des deux parents et plus chez l'autre alors qu'il a été content d'y aller. Enfin, des tas de circonstances qui font qu'un enfant aujourd'hui qui éprouve une grande souffrance dans la réalité, il a un territoire de refuge, c'est le jeu vidéo. Mais il ne faut pas confondre ce territoire de refuge avec la raison pour laquelle il choisit de s'y enfermer. Voilà. Donc première chose à faire, essayer de comprendre à quel moment un jeune cesse d'être un joueur, on peut dire normal, entre guillemets, normalement adapté à sa situation scolaire, à sa vie familiale, et à quel moment il commence à devenir un joueur excessif. Déjà, quand on y réfléchit ensemble, on comprend beaucoup de choses. Et puis la deuxième chose importante, je crois, face à un joueur qui joue beaucoup, un jeune ado qui joue beaucoup, c'est de lui demander s'il a pensé à faire son métier dans les jeux vidéo. Parce qu'il faut savoir que les jeux vidéo aujourd'hui, c'est un secteur en plein développement. Vous citiez il y a quelques minutes les fabuleux bénéfices de Vivendi. Le jeu vidéo aujourd'hui est en plein développement. On embauche dans le jeu vidéo et c'est beaucoup plus réaliste aujourd'hui de vouloir travailler dans le domaine des jeux vidéo que de vouloir devenir violoncelliste, clown, garagiste ou conducteur de poids lourd. C'est un secteur qui recrute beaucoup. Donc poser la question de savoir si le jeune qui joue beaucoup a pensé à en faire son métier. Et là, on s'aperçoit que très simplement, il y a deux types de jeunes. Il y a ceux qui disent « Ah ben oui, j'y ai pensé ». Et alors,
c'est très bon signe, hein, c'est la preuve que le jeune garde les pieds sur terre. Alors on va lui dire, écoute, oui, pourquoi pas, mais alors il faut peut-être voir plus précisément quelle école il faut faire, s'il faut faire des stages. Donc là, le jeune va rentrer dans une vie active et pourquoi pas faire sa vie dans la carrière de jeux vidéo, hein, c'est possible. Mais en revanche, à l'inverse, si un jeune dit, non, ça ne m'intéresse pas de travailler dans les jeux vidéo, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de m'amuser, ou ce qui m'intéresse plus, c'est ce que je fais avec mes copains quand je joue, là, en effet, on peut s'inquiéter parce qu'il y a quand même un risque que ce jeune préfère le monde virtuel des jeux vidéo au monde réel. Donc là, en effet, on peut s'inquiéter. Donc c'est là que ça peut être important de cadrer le temps d'écran et puis de ménager du temps pour parler avec le jeune de ce qu'il fait dans les jeux, savoir si ses camarades y jouent, voir si la socialisation qui ne se fait pas dans la réalité se fait quand même dans les jeux. Parce que des fois, ça arrive que des jeunes semblent être désocialisés alors qu'ils sont très bien scolarisés dans leurs jeux. Si le jeune rencontre pour de vrai les autres joueurs qu'il rencontre dans le virtuel, ça aussi c'est un élément important. Quand un jeune est très phobique de la relation, quand un jeune est très craintif de la relation et qu'il joue beaucoup, il ne rencontre jamais les autres joueurs dans la réalité. Mais quand un joueur rencontre les autres joueurs dans la réalité, c'est beaucoup d'opportunités pour lui, parce que parmi ces autres joueurs, il va sans doute en rencontrer qui ont fait le choix de faire le métier des jeux vidéo. Donc il faut encourager chez le joueur le fait de rencontrer pour de vrai les autres ados qu'il croise dans ces jeux. Et puis, bien sûr, dernier conseil, veiller à la déscolarisation et surtout, ne jamais inscrire un tel jeune à des cours par correspondance, ne jamais céder au discours un peu séducteur et séduisant d'un ado qui dit « je me suis fâché avec le prof, c'est pour ça que je ne travaille plus, le prof ne me comprend pas, mais si vous me sortez de l'école et que vous m'inscrivez à une école par correspondance, vous allez voir, ça va être bon ». Il ne faut jamais croire ça. Il ne faut jamais il ne faut jamais laisser un jeune abandonner le système scolaire où il se socialise pour un système de cours par correspondance quand il joue beaucoup aux jeux vidéo, parce que l'expérience montre que dans ces cas-là, c'est toujours l'échec assuré. Il faut au contraire essayer absolument de maintenir la vie sociale, donc la vie scolaire, parce que la vie scolaire est quand même un point important de socialisation pour le jeune. Donc vous voyez, il faut à la fois cadrer, bien sûr, mais aussi accompagner et puis chercher à comprendre. Un dernier feedback ? Un dernier feedback, mais pas mal de questions, surtout autour des jeux vidéo. C'est surtout ça qui a l'air de poser problème et questions. Quelqu'un qui met en parallèle les jeunes qui se réfugient derrière les écrans avec le concept d'adolescence, la crainte et la difficulté à devenir adulte. Juste pour qu'on sache, nous, un peu ce qui se passe dans cette salle-là, dans la salle virtuelle. Ça discute beaucoup. Les gens parlent entre eux. C'est ça, oui. D'accord. Et posent des questions, et c'est sur les mêmes sujets. Voilà, et se répondent l'un l'autre. Oui. C'est l'interaction. C'est bien parce qu'ils peuvent le faire sur Internet. Ici, on aurait plus de peine. Hein. Exactement. Alors, l'adolescence, si j'ai bien compris, l'adolescence, c'est les adultes qui sont encore par certains côtés du côté de l'adolescence, mais aussi les adolescents qui sont déjà par certains côtés rentrés dans le monde adulte. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'adolescence est un domaine qui n'est plus clairement balisé, puisque il y a 30 ans, 40 ans, on pouvait dire l'adolescence, c'est entre, disons, 12 ans et 16 ans, entre la puberté, enfin âge moyen, et la fin de la scolarité, fin de l'entrée en apprentissage, ou la fin de scolarité obligatoire, entrée en apprentissage, liberté droit à une sexualité, possibilité de rentrer dans la vie professionnelle et donc d'avoir son argent à soi qu'on gagne. Donc aujourd'hui, l'adolescence, elle est plus balisée de cette façon-là. Et on peut dire que l'adolescence, elle va de 6 ans à 25 ans. Pourquoi de 6 ans à 25 ans? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'adolescence commence avant la puberté? Parce qu'un certain nombre de privilèges qui étaient traditionnellement liés à la puberté sont aujourd'hui accordés aux enfants avant cette puberté. En particulier, la liberté de choisir leurs journaux, leur presse, leurs spectacles, leur marque vestimentaire, leur look, comme on dit, et donc toutes choses qui étaient
traditionnellement réservés à l'adolescence. On imposait ses vêtements à l'adolescent, puis à l'adolescence, eh bien, il avait plus de liberté, on lui lâchait la bride de dessus le cou. Aujourd'hui, toutes ces choses-là sont acceptées de la part d'un enfant plus jeune, et c'est pour ça qu'on fait partir l'adolescence de 6-7 ans pour la faire aller jusqu'à 25 ans. Alors l'adolescence dans tout ça, eh bien c'est les adultes qui pourraient avoir envie de garder certains privilèges de l'adolescence, mais vous voyez déjà que ça peut concerner des tranches d'âge différentes. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vrai que les repères entre les générations tendent à s'effacer. Ce qui est intéressant, c'est de voir, comme on l'évoquait tout à l'heure, que dans les jeux vidéo, personne ne sait qui vous êtes. Et sur Internet, personne ne sait qui vous êtes. Donc, si vous voulez, Internet est une formidable machine à estomper les différences entre les générations. Je vois aujourd'hui des adolescentes de 14-15 ans qui vont sur des sites de rencontres en se faisant parfois passer pour des femmes de 30 ans, éventuellement mariées, pour voir comment ça fonctionne dans la tête d'un homme quand on lui raconte des choses comme ça. Et puis à d'autres moments, elles vont sur d'autres sites de rencontres en empruntant une autre identité, en se faisant passer pour des fillettes de 9-10 ans qui ont échappé à la surveillance parentale pour voir qu'est-ce que ça semble faire dans la tête d'un homme quand on lui raconte ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Internet est une machine à permettre à chacun de jouer avec son âge, avec son sexe, avec son identité. Donc tout ça fait que même le concept d'adolescent paraît dépassé parce que c'est encore une distinction qui relève d'avant la possibilité offerte par Internet de jouer avec des identités multiples. Dans la réalité, il y a évidemment des gens qu'on peut qualifier d'adolescents, mais dès qu'on entre sur Internet, plus personne n'est adolescent, ou si vous préférez, tout le monde l'est. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, chacun peut adopter le sexe qu'il veut, quel que soit son sexe biologique, et l'âge qu'il veut, quel que soit son âge réel. Sur Second Life, par exemple, les choses vont même plus loin, puisque les avatars ont toujours une apparence jeune et sexy, quel que soit l'âge réel des protagonistes, jeunes adolescents ou personnes âgées. Donc là, on passe même sur Second Life par le biais d'avatars qui fixent l'ensemble des usagers dans une espèce d'apparence stéréotypée qui est l'apparence de jeunes adultes éternels, un peu comme on avait vu d'ailleurs dans Love Story en 2001, des jeunes adultes qui en fait étaient présentés comme des adolescents. Sur Love Story, tout le monde a l'air d'un jeune adulte et on peut dire que personne ne peut vraiment savoir jamais qui se cache derrière ces figures-là. Donc voilà, je crois que, vous voyez, dans tous les bouleversements introduits aujourd'hui par les nouvelles technologies, il y a cette introduction très rapide des enfants au monde des adultes. Il y a la possibilité pour les adolescents de se créer des nouveaux rituels pour passer de l'enfance à l'âge adulte, mais il y a aussi la possibilité d'aller dans le sens contraire, c'est-à-dire de toujours gommer les différences de génération ou les différences de sexe. Mais bon, tout ça n'est pas du tout préoccupant, encore une fois. Il n'est pas plus difficile de vivre en 2008 que de vivre en 1908 ou en 1898, mais en revanche, c'est vrai que les bouleversements sont si rapides que nous manquons parfois un peu de temps pour nous y habituer. Mais en tout cas, j'espère vous avoir montré qu'il y a des moments dans la vie pour tout et que ce n'est pas empêcher un enfant de s'adapter au monde nouveau que de veiller à ce qu'il ne rencontre pas trop d'écrans trop tôt. Encore une fois, la vie psychique garde ses nécessités et ce n'est pas parce que les technologies évoluent beaucoup plus vite que le tout petit enfant, lui, aurait la capacité pour autant d'évoluer beaucoup plus vite. Il garde une grande capacité d'adaptation, mais il est très important quand même de respecter des paliers dans son évolution et notamment du point de vue de la place des interactions réelles par rapport aux interactions virtuelles. Bien, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je voudrais remercier Philippe Jadin qui nous a bricolé ce duplex entre
la salle du Théâtre 140 qui nous accueillait et les internautes de Belgique, de France, du Canada et de Suisse qui suivaient la conférence en direct. Merci beaucoup Serge Tisseron d'avoir été là et de nous avoir aidé à réfléchir à ces questions pendant cette soirée. Merci à vous. Merci. Pour ceux qui veulent lire, il y a 3 petits livres de Serge Tisseron qui sont disponibles gratuitement et téléchargeables sur le site yapaka.be. Yapaka.be qui organise cette soirée et qui est responsable de l'ensemble de la coordination de l'aide aux victimes de maltraitance, qui est un programme au sein du ministère de la Communauté française. Nous vous souhaitons un bon retour.